Ok. Voilà. Alors, attends, faut juste que ça Alors là, charge. tu devrais pouvoir partager ton écran. Là, je te fais pas perdre. Hop. Alors, On est 62. Ça va. impeccable. Alors, attends, je suis en train Un de. peu plus que 62 parce qu'il y a des écrans qui sont plusieurs. Ok, impeccable. Alors, on va essayer d'être bon. On va essayer d'être bon parce qu'on a 1 heure et le sujet est dense. Alors, attends, juste, ok, Vas-y. je partage. Ah oui, partager, voilà, c'est bon. En bas, en vert. Ouais, ça y est, j'ai vu. Ça y est, j'ai vu. Ça y est, j'ai vu. Vous voyez mon écran? Ouais, non, si? C'est impeccable, c'est bon. Parfait. Bon, ça, c'est la présentation que j'ai diffusée au webinaire réseau lundi dernier. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui l'ont fait. Eux. En attendant, sujet qui est vaste, évidemment, qui est important, ô combien important au vu des enjeux et de l'orientation qui est prise aujourd'hui par Tracfin et qui a été annoncée fin novembre sur enfin, l'accélération des contrôles qu'ils vont faire dans l'immobilier, puisque le forum Tracfin auquel j'ai assisté le 7 novembre de mémoire a clairement indiqué qu'ils allaient accélérer les contrôles, ils allaient accentuer les contrôles dans l'immobilier et en particulier sur les indépendants. Bah, tiens. Donc la notion d'indépendant est assez facile à définir hein, et on sait très bien qui est visé. Donc ce sont évidemment les agents commerciaux, sachant que sur à peu près une population de 45 000 agents commerciaux en France, bah, on est un peu plus de 15 000, donc mathématiquement, vous le faites, hein, ça fait 1 sur 3. Donc, voyez le ratio. Donc, évidemment, le sujet est important. Il est important, il est d'autant plus important qu'il est globalement méconnu, soit pas connu, soit mal maîtrisé. Et quand on connaît les enjeux, notamment en termes de documents exigés et en termes de sanctions possibles, tout ça fait que c'est quand même un sujet qui doit nous occuper et qui doit maintenant nous préoccuper. Euh, alors, pour beaucoup, quand je pose la question, j'introduis toujours le sujet en demandant si vous avez une idée de quand date la réglementation TRACFIN dans l'immobilier. Généralement, j'ai les années 2000, 2010. C'est presque vrai. En fait, réellement, la réglementation TRACFIN dans l'immobilier date des années 80. Donc vous voyez, c'est quand même c'est quand même assez ancien. Donc ça date des années 80, donc je vous l'ai mis là. Et ça a véritablement commencé dans l'immobilier en 98 avec la première disposition concernant les agents immobiliers. Pourquoi les secteurs de l'immobilier? Parce qu'à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, même si d'autres secteurs sont venus s'agréger sur ces dispositions, le secteur de l'immobilier était un secteur où les fonds brassés étaient très importants et que l'investissement dans la pierre était un des moyens pour blanchir l'argent, puisqu'ils savaient qu'à l'époque, il y avait une certaine porosité sur la réglementation qui permettait justement de mobiliser des avoirs criminels pour pouvoir le blanchir au travers de la pierre. Donc c'est pour ça que ces dispositions ont été prises. Malgré tout ça, il y avait quasiment pas de contrôle, ou très très peu, puisque quand on regarde l'organe qui est en charge de prononcer les contrôles, enfin les sanctions, qui s'appelle la Commission nationale des sanctions, vous avez très très peu de décisions, et le peu de décisions que vous avez, c'était souvent on va dire ce qu'on appelle des admonestations, c'était une tape sur les doigts en expliquant que ce qu'il faisait n'était pas bien et qu'il devait respecter un certain nombre d'obligations, un certain nombre de formalités, mais ça n'allait rarement jamais plus loin, ou en tout cas au-delà de ce petit rappel à l'ordre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le phénomène s'est accentué. Il est double. Le premier, c'est la guerre russo-ukrainienne en février 22, qui a finalement mobilisé l'ensemble des réglementations internationales contre les avoirs russes et qui a amené le dispositif français notamment à se doter d'un arsenal, enfin d'un nouvel arsenal qu'on appelle le registre national de gel des avoirs, qui recense l'ensemble des sanctions internationales, à la fois européennes, américaines et françaises,
concernant notamment les oligarques russes et les avoirs financiers ou immobiliers d'origine russe, pardon, qui seraient présents sur le territoire français. Donc ça, c'était la première brique. Et la dernière brique, c'est celle qui date de juin 2025, dont vous avez certainement entendu parler puisqu'elle a fait grand débat. C'est la fameuse loi narcotrafic, suite justement à cette recrudescence, à cette mobilisation notamment, et je ne veux pas stigmatiser, mais c'était le point d'orgue, hein, c'était le point d'origine, notamment concernant les trafics et la violence perpétrée sur le bassin méditerranéen et en particulier Marseille. Donc, tout ça sur fond de politique, toujours d'ailleurs. On a évidemment accentué les pouvoirs de contrôle de la GCRF au travers de ce dispositif. Et ces contrôles de la GCRF, ce renforcement des pouvoirs, s'est traduit notamment par un accroissement des contrôles ces dernières années, en particulier ces 2 dernières années, et réellement, si j'étais très objectif, sur l'année 2025, puisque sur les 2 dernières années, j'ai accompagné environ un peu plus de 150, j'ai fait le décompte, je suis à 162 ou 163 conseillers contrôle TRACFIN sur les 2 dernières années. Donc, ce qui représente évidemment aujourd'hui un volume assez important, même si ça ne représente qu'1% du réseau, un petit peu plus d'1% du réseau, ça reste malgré tout un volume important, puisque vous avez au-delà des contrôles, vous avez évidemment le temps passé et puis surtout je dirais le stress du contrôle, puisque contrairement à un contrôle classique qui est déjà générateur de stress, mais que vous connaissez, puisque vous connaissez vous connaissez vos obligations en matière de mandat, en matière de DIP, en matière de DPE, en matière de bon de visite, en matière de RNT, bref, tout ça vous maîtrisez, vous connaissez. La réglementation TRACFIN, peu d'entre vous la maîtrisent parfaitement, voire pas du tout. Et surtout, si aujourd'hui je vous demande un certain nombre d'éléments dans ce dossier-là, je suis sûr que j'aurai quasiment rien. Et quand je vous dis certains éléments, hormis le mandat, je ne suis pas sûr que vous ayez tous copie des pièces d'identité, que vous ayez tous justificatif des fonds, que vous ayez la grille des risques, que vous ayez le questionnaire TRACFIN. Je pense que tous ces éléments-là, vous ne les avez pas. Et c'est bien aujourd'hui le sujet et sur lequel moi, je veux vous sensibiliser pour vous accompagner. Alors, je vais déjà essayer de lever un certain nombre de légendes urbaines, on va dire, dans ce domaine-là. Le premier, et c'est moi ce que j'entends souvent, ou en tout cas ce que je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment les groupes Facebook que l'on peut avoir, vous inquiétez pas, les contrôles, c'est pas pour nous, c'est sur dénonciation, ça n'existe pas, il y en a pas, ils sont pas assez. Alors, ils sont pas assez nombreux, oui, mais ça existe. Je vous ai donné l'exemple, 162 ou 163 conseillers en 2 ans, bah, c'est pas anodin. Ça veut donc dire quand même qu'il y a des contrôles et qu'ils existent. Et ces contrôles-là étaient des contrôles aléatoires. J'en ai eu aucun qui était sur dénonciation. Au contraire de la réglementation, des contrôles portant sur l'application de la réglementation loi Hoguet, où là, évidemment, j'ai quelques dénonciations par des confrères, par des clients vendeurs. La réglementation TRACFIN, par définition, c'est plutôt de l'opportunité et c'est plutôt de l'aléatoire. Donc ces contrôles existent. C'est pas des chimères et ils vont être d'autant plus importants que la loi narcotrafic a renforcé les pouvoirs de la DGCRF et surtout va se doter comment dirais-je, d'un dispositif de recrutement pour pouvoir justement satisfaire et répondre à cette feuille de route sur les contrôles. La deuxième légende que j'entends, ou en tout cas la deuxième contre-vérité que je peux entendre, c'est de dire que c'est pas à vous de le faire parce que finalement, vous avez déjà différents intervenants dans la boucle, à savoir le courtier, la banque ou le notaire. Et ça, c'est, je pense d'ailleurs, presque celui qui revient le plus souvent et qui est le plus difficile à faire comprendre aux gens. C'est que c'est pas vrai. En fait, dans une chaîne transactionnelle, vous avez évidemment multi-intervenants, vous avez l'agent immobilier ou le conseiller, vous avez le banquier, le courtier et vous avez le notaire. Sachez bien que dans cette chaîne transactionnelle, vous avez chacun vos obligations, qui pour certaines sont très spécifiques et pour d'autres sont très redondantes. Donc vous aurez évidemment, dans l'ensemble des diligences que vous allez faire, un certain nombre de demandes que vous allez formuler auprès de votre vendeur et votre acquéreur, que le notaire va également faire. Le notaire va en faire d'autres que lui impose son autorité de contrôle, qui est la CPR. Mais néanmoins, vous avez, vous, l'obligation de satisfaire à ces obligations. Et je vous ai mis dans le petit support que je vous projette là,
une décision de la commission des sanctions, vous voyez, qui est assez récente, qui date de 2023, concernant une agence immobilière qui s'est vue interdire d'exercer à l'issue d'ailleurs de cette décision. Donc c'était une interdiction d'un an avec sursis. Et qui a bien rappelé que les vérifications notariales et bancaires ne sauraient suppléer la vigilance spécifique qui incombe aux professionnels de l'immobilier et qu'il appartient à chaque professionnel d'y satisfaire sans pouvoir se prévaloir de l'intervention d'un tiers lui-même assujetti aux mêmes obligations de vigilance. Donc vous voyez bien que ce que je vous dis là est rappelé régulièrement, c'est que quand bien même le notaire ou le courtier va faire des vérifications, vous devez vous-même avoir dans votre dossier un certain nombre de documents qui vont vous permettre, en cas de contrôle, de justifier que vous avez vous-même réalisé les obligations. Et que, en cas de contrôle, vous ne pourrez pas dire je ne l'ai pas fait parce que je savais que le notaire allait le faire. Ça, c'est quelque chose qui était déjà inaudible, mais qui le sera encore moins demain, puisque, et ça, c'est une petite précision que je vous donne et que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure, l'approche de la DGCRF maintenant, qui était, on va dire avant, une approche plutôt d'accompagnement et bienveillante, change depuis quasiment maintenant un an et s'oriente plutôt vers une logique plus coercitive, on va dire. Voilà. Donc, avec cette volonté aujourd'hui de faire une certaine exemplarité ou de faire des exemples dans le secteur bancaire. Ils le font avec d'autres, hein. Vous avez la domiciliation, vous avez aussi la nouvelle crypto-monnaie. Mais donc, cet aspect bienveillant, on va progressivement le perdre. Donc ça, j'insiste, c'est un point qui est extrêmement important. Et je vais même aller un peu plus loin. C'est quand bien même vous vous dites, OK, le professionnel immobilier est concerné, j'entends. Mais moi, conseiller immobilier, je suis pas concerné par ça. Finalement, c'est presque ma tête de réseau qui a à le faire, qui doit faire le nécessaire. Moi, finalement, je suis que le bras armé d'IAD. C'est pas à moi de le faire. Bah là, encore une fois, et ça, je l'entends souvent. Là, encore une fois, je vous mets en exergue une décision de la Commission nationale des sanctions qui date de 2017 et qui dit bien qu'une personne exerçant l'activité professionnelle d'agent commercial dans le secteur de l'intermédiation immobilière est assujettie au dispositif et peut Attends, faire l'objet de sanctions en cas de manquement à ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment. Donc, vous voyez, en fait, la granularité, elle est très simple, hein. C'est je pars du plus grand et je descends au plus petit. Donc, aujourd'hui, vous avez l'immobilier, peu importe le réseau, que ce soit réseau vitré, que ce soit réseau de mandataires, peu importe la notoriété, peu importe le chiffre d'affaires, peu importe le volume d'activité. Aujourd'hui, la tête de réseau, comme je dirais ces agents commerciaux, les conseillers immobiliers, sont chacun concernés par des obligations. Nous-mêmes, IAD France, on doit satisfaire un certain nombre d'obligations. On le fait, notamment ce que je fais là aujourd'hui, une formation, une information, une sensibilisation, le webinaire que j'ai fait la semaine dernière, ça fait partie de nos obligations. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont enregistrés, pour montrer que, en cas de contrôle, évidemment, on sensibilise le réseau, l'ensemble de nos intranews, l'ensemble des documents qu'on met à disposition dans l'intranet, le protocole qu'on a rédigé. Tout ça, ce sont des obligations qui, nous, tête de réseau, nous incombent et que l'on satisfait et que l'on continue de satisfaire pour justement prouver que eh bien, on est à jour et qu'on s'engage pleinement dans ce dispositif. Sachez, je vous le dis d'ailleurs, hein, sachez que IAD France a fait l'objet d'un contrôle en décembre 2024 de la DGCRF, donc sur ce sujet TracFin. C'est un contrôle qui a commencé le matin à 9 heures et qui s'est fini à 20 heures le soir. On était avec Olivier Descamps, donc on a fait 11 heures de contrôle. Et ce que je disais la semaine dernière, mais c'est une vérité, c'est que quand vous sortez de là, je vous assure que c'est pire qu'une colioscopie. Parce que vous avez passé 11 heures sur le grill avec des gens qui cherchent la petite bête, qui essayent de comprendre comment ça fonctionne, qui essayent de poser des questions en permanence. Et donc, on a eu 11 heures de contrôle, à l'issue duquel on n'a pas encore eu le rapport officiel, mais l'inspecteur qui nous a contrôlé, qui est évidemment la DDPP du 77, nous a dit qu'on était parmi les meilleurs élèves dans ce domaine-là, avec un dispositif documentaire qui était très important et des déclarations que nous avions faites, puisque aujourd'hui, le secteur de l'immobilier, c'est un des secteurs où il y a le moins de déclarations de soupçons. Je vous rassure, hein, la déclaration de soupçon, c'est pas à vous de la faire, c'est à nous, mais en fonction des remontées que vous nous faites. Donc, alors on attend le rapport officiel, ça fait plus d'un an, mais je suis pas surpris, hein, on a encore un peu le temps, mais on a donc un système, un corpus documentaire et un système, un process TracFin qui, en tout cas, au vu du contrôle qu'on a passé et des retours qu'on a eu en direct live avec les deux inspecteurs qui nous ont contrôlés, on a eu un très bon retour. Ça veut donc dire que, évidemment, il y a des petits ajustements à la marge que l'on fait,
voilà, ce que l'on fait et que l'on a notamment au travers de différents contrôles, comme un poste d'une de nos collègues récemment, d'une de vos collègues, pardon. Donc, tout ça nous aide évidemment à consolider notre dispositif, mais c'est un dispositif qui fonctionne, c'est un dispositif qui a été éprouvé, et donc c'est un dispositif dont il faut vous servir impérativement, vous, et qu'il faut vous approprier pour justement mettre à jour vos dossiers. Euh, Sachez quand même que lorsque vous avez un contrôle des GCRF sur le sujet, les inspecteurs peuvent remonter jusqu'à 3 années en arrière. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on est en janvier, on est le 26 janvier 2026. Ils pourraient remonter jusqu'en 23. Voilà. Donc, passez au crible vos mandats et l'ensemble des dossiers de vente que vous avez faits. Alors, encore une fois, hein, pas de... L'objectif ici, c'est de ne pas vous paniquer, c'est de ne pas vous inquiéter, c'est de vous sensibiliser, de vous faire prendre conscience de l'importance du sujet. Parce que il y a peut-être parmi vous, parmi aujourd'hui ceux qui assistent à ce webinaire, il y a peut-être de gros producteurs qui ont fait 70-80 ventes sur les 3 dernières années et sur lesquels, évidemment, bah, si demain ça devait arriver, il y aurait un travail qui serait colossal à faire. C'est pour ça que moi, le premier conseil du jour que je vous donne, c'est d'ores et déjà, à l'issue de ce webinaire, n'attendez pas. Ne dites pas que vous avez un peu le temps. Ne reportez pas. Et pour ceux qui étaient au CAPML, ne faites pas comme Fabien Olicard le disait, ne procrastinez pas sur le sujet. Faites-le très rapidement. N'attendez pas ou ne remettez pas à plus tard ce sujet-là, qui est un vrai sujet, qui est important, et sur lesquels, encore une fois, il faut prendre au sérieux les diligences. Donc, première chose, je vous dirais, mettez à jour les mandats que vous avez actuellement. Ceux qui sont actuellement en diffusion, faites les formalités nécessaires. Donc, registre national des avoirs. On va les détailler rapidement après, hein, mais le registre national des avoirs, le questionnaire, la grille des risques, le questionnaire d'application, collectez les pièces d'identité. Assurez-vous d'avoir une copie du titre de propriété dans votre dossier. Ce sont les premières pièces qui sont demandées en cas de contrôle. Euh, Là où je voulais attirer votre attention, c'est notamment sur les sanctions, parce que l'échelle de sanctions en cas de contrôle est évidemment un peu différente de celle que vous pouvez connaître, enfin, en tout cas de celle qui existe, pardon, dans le cadre d'un contrôle classique des GCRF. Dans le cadre d'un contrôle classique, vous pouvez avoir une amende administrative, éventuellement un avertissement, et qui pourra, alors, un avertissement avec l'obligation, une injonction, c'est-à-dire l'obligation de satisfaire ou de vous mettre en conformité sous un délai moyennant une pénalité. Bref, ce sont des sanctions financières avant tout, administratives, mais généralement, ça va rarement au-delà. Il peut y avoir un risque pour votre attestation, mais c'est dans les cas les plus graves. Les sanctions concernant les dossiers des GCRF, eux, sont beaucoup plus lourdes. Pardon, concernant la lutte anti-blanchiment, sont beaucoup plus lourdes, puisque au-delà des sanctions financières que vous pouvez avoir, qui vont jusqu'à 75 000 euros d'amende, en fonction des dysfonctionnements constatés, vous avez surtout deux sanctions qui sont extrêmement importantes. C'est une interdiction de gérer, une interdiction d'exercice, pardon, temporaire, qui ne peut pas aller au-delà de 5 ans, mais qui peut être prononcée avec ou sans sursis. Ça veut donc dire, et dans des récentes décisions, je vous citais tout à l'heure une décision de 2023 où une agence immobilière a une interdiction d'exercer pendant un an avec sursis. Bon, ça veut donc dire le sursis, vous entendez tous ce terme à la télé, hein, notamment dans les procédures judiciaires. Ça veut dire quoi avec sursis? Ça veut donc dire que vous avez le droit à une seconde chance, mais au prochain manquement qui sera constaté, ça veut donc dire que le sursis sera sauté, enfin sera enlevé, et l'application d'un an sera exercée. Ça veut donc dire que potentiellement, rétroactivement, vous pouvez avoir une interdiction d'exercer pendant un an. C'est ça que ça voulait dire avec le sursis, c'était juste une parenthèse. Donc ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ça veut donc dire que parmi vous, s'il y en a qui ont des organisations commerciales, si cette interdiction vous a été prononcée, ça veut donc dire retrait de l'habilitation, ça veut donc dire chez nous pour IAD rupture du contrat d'agent commercial et donc perte de votre organisation. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc vous voyez, c'est pas neutre. Et comme si ça ne suffisait pas, l'administration française s'est dotée d'un principe très anglo-américain qui s'appelle le fameux name and shame, euh, qui est la publicité pour faire honte. Ça veut donc dire potentiellement la possibilité de se voir imposer, de devoir publier la décision qui est rendue contre vous, je dis vous d'une façon générale, dans un ou plusieurs quotidiens, sur quel que soit le support. Ça peut être un support numérique, ça peut être un support papier. Donc ça pourrait être un journal local, ça pourrait être par exemple sur votre mini-site, ça pourrait être sur le journal de l'agence, enfin l'agence qui est le quotidien. Vous voyez, cet arsenal-là est bien plus coercitif et bien plus répressif que l'arsenal des GCRF classique dans le cadre d'un contrôle loi.
Là, encore une fois, l'idée n'est pas de vous faire peur, mais c'est surtout de vous faire prendre conscience que cet arsenal, il existe, il est utilisé et il est plus régulièrement utilisé depuis 2 3 ans. Moi qui ai la possibilité d'avoir le recueil du CNS, de la CNS, pardon, je vois bien que les décisions depuis maintenant 3 4 ans, allez, j'exagère 4 ans, depuis 3 ans au moins, sont beaucoup plus dures, à la fois en termes de sanctions, à la fois en termes d'interdiction et en termes de publicité. Parce que on est passé d'une logique, comme je vous le disais, bienveillante en disant je vous mets une tape sur les doigts, c'est une petite admonestation. On est passé avec des sanctions financières, puis des interdictions de gérer, puis des publications anonymes, puis des publications non anonymisées. Donc vous voyez, ils ont une logique progressive, mais qui tend vers une répression plus grande. Euh, Nous, IAD, ce qu'on vient ajouter à ce qui existe déjà sur la brique documentaire que vous pouvez retrouver dans Pléiade, hein, donc avec le livret des bonnes pratiques qui vous détaille l'ensemble des process chez IAD, qui vous dit exactement ce que vous devez faire et ce que vous devez remplir, ce que vous devez collecter, comment vous devez les conserver. On a récemment avec Olivier fait en sorte qu'IAD puisse intégrer l'Office national de lutte anti-blanchiment. En fait, pour vous expliquer un peu rapidement en 2 mots, l'Office de lutte anti-blanchiment, l'Office national de lutte anti-blanchiment, c'est un office qui regroupe en fait l'ensemble des professions soumises à l'obligation de vigilance TRACFIN. Vous avez, je vous le disais tout à l'heure, la banque, vous avez l'assurance, vous avez le transport, vous avez les casinos, vous avez la crypto-monnaie, vous avez la domiciliation, et dans l'immobilier, il y avait quasiment personne, voire personne. Et donc l'UNIS, qui est notre syndicat professionnel, a demandé à ce que IAD puisse évidemment y participer. Ce à quoi avec Olivier, on a dit évidemment, ça ne nous dérange absolument pas, surtout au vu du contrôle qu'on a passé. Et donc on a la chance de pouvoir intégrer l'OLAB, ça s'est fait la semaine dernière. On est donc membre de l'OLAB, ce qui va nous permettre de travailler avec les pouvoirs publics et de porter un certain nombre de messages, évidemment pour la profession, soyons très clairs, mais surtout pour notre réseau, IAD, parce qu'en fait, on a aujourd'hui, nous, deux points qui sont pour nous importants. Le premier point, c'est l'homogénéité des contrôles. Il faut savoir qu'en France, en fonction des régions où vous êtes, vous n'avez pas vous n'avez, comment dirais-je, pas le même process de contrôle d'un agent à un autre. Je vous prends un exemple récent que j'ai vécu. En Bretagne et sur Paris, en Bretagne, on a eu 2 contrôles. J'ai eu 2 contrôles. Inspecteur bienveillant, très bien. Les documents demandés, il y avait très peu de documents demandés, peu de pièces collectées de son côté. Donc, plutôt dans une démarche bienveillante et d'accompagnement et vers, je dirais, une démarche d'amélioration progressive. Dans le 77, qui est notre DPP de rattachement, on a quelqu'un en face de nous qui est extrêmement, comment dirais-je, rigoureux, qui fait beaucoup de zèle, donc qui demande énormément de documents, et pour une même réglementation. Donc vous voyez, vous avez finalement 2 conceptions différentes du contrôle, 2 items différents et des demandes qui sont complètement hétérogènes. Et donc, c'est très compliqué pour nous de vous accompagner, en tout cas pour moi, puisque en fonction des régions, bah, on n'a pas la même acception, on n'a pas les mêmes documents. Et c'est compliqué pour vous, puisque vous pouvez avoir des collègues qui vous disent, mais en Bretagne, moi, si vous interrogez le collègue de Bretagne et celui de Paris, celui de Bretagne, il vous dira, vachement sympa, le mec, franchement, il m'a 3 fois rien demandé. Et Paris vous dira, mais moi, je comprends pas, il m'a demandé une liste plus longue que le bras. Et donc, en fait, rien que ça participe déjà à ce que dans le réseau il y a des France, vous ayez des conseillers qui vous disent, mais t'inquiète pas, ça c'est pas à faire, c'est pas bon. Donc, en fait, on peut avoir des gens qui vont véhiculer de fausses idées issues de contrôles réels qu'ils ont subis, mais malheureusement qui sont fausses puisque pour d'autres, c'est pas du tout la réalité terrain qu'ils peuvent rencontrer en cas de contrôle sur d'autres régions. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait une grille de lecture commune à l'ensemble des contrôleurs et que vous soyez à Paris, à Marseille, à Reims, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, chaque contrée sache exactement ce qui va lui être demandé, ce qu'il doit avoir dans son dossier et ce qu'on va pouvoir exiger de lui. Et ça, c'est évidemment, nous, notre première revendication, c'est avoir une homogénéité dans les contrôles et dans les pièces de mandat. Et puis derrière, c'est évidemment travailler sur l'application de règles futures à venir, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une autorité qui vient de naître, qui s'appelle l'AMLA, qui est l'autorité européenne de lutte anti-blanchiment, et qui va mettre en place une réglementation européenne au même titre que le RGPD, puisque si chaque pays a sa propre réglementation, il n'y a pas d'homogénéité entre les pays. Et donc le but de l'AMLA, c'est justement d'avoir une réglementation commune à l'ensemble de l'Union européenne sur le sujet,
Et donc, demain, un conseiller qui exerce chez IAD France ou IAD Espagne ou IAD Italie, en fonction évidemment de quelques spécificités pays, aurait exactement les mêmes règles. Donc, on a l'opportunité de pouvoir travailler avec Tracfin français, nous, en étant membre de l'OLAB, avoir directement accès à eux une fois tous les mois, on a des réunions de travail avec eux. Donc, c'est évidemment aujourd'hui une formidable opportunité pour nous de pouvoir aussi montrer que nos conseillers, IAD France est engagé dans une démarche volontariste, transparente, et que se dotant d'outils à la fois éprouvés et efficients, eh bien, l'ensemble de ces conseillers eux-mêmes sont évidemment très au fait de la réglementation et donc voilà, peuvent aborder les contrôles de façon sereine. Euh, Qu'est-ce que je... Alors, attendez. Est-ce que vous voyez toujours mon écran parce que ça a sauté? Cédric, c'est toujours bon? Ouais, ouais, c'est bon, Ok, t'inquiète. ok, super. Dites-moi, parce que je vois pas s'il y a des mains ou des questions. C'est vrai que je connais pas Zoom, donc je vois pas le sujet. Ils boivent tes paroles, il n'y a pas une seule question pour le moment. Bon, bah écoute, c'est parfait. Alors, je déroule. Euh, donc, je vous disais, aujourd'hui, la réglementation vous impose d'avoir un certain nombre de documents présents dans vos dossiers. Ces documents, ils sont pas compliqués. Ils vous paraissent aujourd'hui fastidieux, ils vous paraissent aujourd'hui trop nombreux, mais pour une simple bonne raison, c'est que la routine TRACFIN, vous l'avez aujourd'hui pas assimilée. Olivier le dit souvent, en tout cas, c'est un leitmotiv qui nous sort, en tout cas à nous membres du siège, et en particulier à moi, c'est que la répétition fixe la notion. Donc, il faut souvent revenir à la charge, il faut faire les choses, il faut les répéter pour qu'en fait ça se systématise. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous invitais à régulariser l'ensemble de vos dossiers en cours et éventuellement, c'est pas éventuellement d'ailleurs, et c'est ceux de l'année 2025, pour justement commencer à vous familiariser avec ce process, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et plus vous allez en faire, plus ça va devenir un automatisme, plus vous allez savoir utiliser les outils, plus vous allez aussi roder vos discours à l'égard des clients vendeurs ou acquéreurs, et donc moins de soucis vous aurez dans le cas de contrôle, et plus complets vos dossiers seront. C'est vraiment ça l'important. Donc, ce que je vous disais, c'est dans vos dossiers aujourd'hui, vous devez retrouver des éléments essentiels. Évidemment, en fonction vendeur ou acquéreur, vous n'avez pas les mêmes documents à retrouver. Et en fonction de la nature de la personne, physique ou personne morale, ce ne sont pas non plus les mêmes documents. Euh, Concernant les personnes physiques vendeurs, ce qui est important d'avoir à son dossier, et là, notez bien, parce que c'est des documents qui sont demandés de façon systématique. Ce que je vous liste là, pour le coup, c'est presque une colonne vertébrale de l'ensemble des contrôles que j'ai pu avoir. C'est avoir une copie du titre de propriété. Et là, je vous arrête, l'attestation de vente en elle-même ne suffit pas. Pour l'avoir déjà vécu dans des dossiers, ça ne suffit pas. Il faut une copie du titre de propriété. Alors vous me direz, oui, mais c'est compliqué, 80 pages, je peux avoir des personnes âgées qui n'ont pas de scanner, qui n'ont pas en version numérique, c'est pas grave, c'est pas grave. Essayez au moins d'avoir les 5-10 premières pages et la page de signature, au moins. De façon à avoir l'identité de ceux qui vendent, l'identité des acquéreurs actuels, la consistance et la désignation du bien et du terrain, sa référence cadastrale, éventuellement le prix payé, et à la fin la signature. Déjà, rien que ça donne au moins une première base solide. Euh, Deuxième précision, je me fous que vous l'ayez en papier ou en numérique. Vous pouvez l'avoir en papier ou en numérique. C'est pas un sujet. De toute façon, le jour J, en général, ce que vous faites, soit vous arrivez avec une clé USB sur laquelle vous avez tout téléchargé, soit vous arrivez avec du papier, c'est pas gênant. De toute façon, la DGCRF est habilitée à prendre tout document. Donc éventuellement, ce qu'elle fait, c'est que soit vous arrivez avec une clé numérique, elle imprime, soit, et c'est dans 99% des cas, elle vous demande en avance de lui envoyer les documents concernés par le biais d'un jeton, donc d'un coffre-fort sécurisé. Vous voyez, c'est pas gênant, vous pouvez l'avoir en papier ou en numérique, c'est pas très grave. Donc j'ai dit copie du titre de propriété, copie des pièces d'identité, il vous faut. Donc vendeur. Évidemment, si vous avez par exemple une indivision ou une succession, qui sont 18 comme j'ai eu le cas dans un dossier récemment, eh ben, les 18, il faut les faire. Non seulement il faut les faire, mais il faut les faire aussi au nom de jeunes filles si vous avez des noms de femmes mariées. Parce que, pardon, ça c'est un autre sujet, j'y reviens après. Je vais un peu vite. Donc copie des pièces d'identité. Il vous faut le registre national de gel des avoirs. Et c'est là où j'y viens. Le registre national de gel des avoirs, c'est ce fameux registre qui vous permet de vérifier que les personnes qui vendent le bien ne font pas l'objet d'une interdiction de mobiliser leurs avoirs financiers ou immobiliers. Je prends un exemple. Cédric vend sa maison. Je prends le mandat. Je m'assure que Cédric a bien le titre de propriété. Donc, je lui demande la copie de son titre de propriété.
Je vais demander une copie de sa pièce d'identité pour bien m'assurer qu'effectivement, Cédric qui se présente comme Cédric Herreras est bien Cédric Herreras et donc est bien le même Cédric Herreras que celui qui figure sur le titre de propriété. Une fois que j'ai ces éléments-là, je vais aller sur le registre national des avoirs et je vais vous montrer comment on fait rapidement tout à l'heure. Et je m'assure que Cédric, dans ce registre, n'est pas fiché. Voilà, n'est pas mentionné comme faisant l'objet d'une interdiction de pouvoir vendre ou mobiliser un ou plusieurs avoirs qui seraient parfaitement listés dans ce registre-là. Et une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde ma recherche pour l'avoir à mon dossier parce que cette sauvegarde-là, elle est demandée en cas de contrôle. Elle est d'autant plus demandée que ce récépissé de contrôle du registre des gels des avoirs, il est horodaté. C'est ce qui vous permet de vérifier que vous avez fait ça de façon anticipée avant la prise de mandat. Alors, je pense que certains me diront, bah oui, mais du coup, tu me demandes d'actualiser mes dossiers, mais comment je fais, puisque de toute façon, je vais contrôler de façon antérieure, postérieure. Du coup, si c'est horodaté, ils verront bien que j'ai pris mon mandat avant ou que mes dossiers de vente ont été faits et que je fais a posteriori. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Mais pour ça, j'ai deux réponses, et dont les deux fonctionnent à chaque fois. La première, c'est qu'il n'y a rien de pire qu'un contrôleur qui vous dit, ben donc vous saviez que ça existait et vous n'avez rien fait. C'est quand même con de lui dire oui. Voilà. Un contrôleur, même s'il est un peu chiant, il préfère s'entendre dire qu'effectivement, vous avez mis du temps à comprendre ou à connaître la réglementation, mais au moins une fois que vous avez su qu'elle existait, vous avez régularisé le dossier. Et ça, pour le coup, je ne vais pas vous mentir, hein, dans les 162 contrôles que j'ai faits, 99% des cas, c'est ce qu'on a fait. Hein. Voilà. Et jusqu'à présent, sur les 162, j'ai eu zéro sanction. Donc, j'ai envie de dire, je dirais la méthode plaide pour moi, ça veut donc dire que ça fonctionne. Sachant que sur les 162, c'était sur toute la France. Je n'ai pas une région particulière. Donc ça veut donc dire qu'au moins ça, c'est vrai partout. Le deuxième, c'est que le registre national, ils ont deux registres en fait. Ils ont une ancienne version et une nouvelle version. Et aujourd'hui, quand vous cliquez sur le registre, c'est la première version, c'est la nouvelle version que vous avez. Le problème, c'est que l'administration étant très intelligente, elle a fait une nouvelle version sans pouvoir exporter le résultat. Voilà, c'est quand même con hein, d'avoir un super site, mais finalement, vous ne pouvez pas exporter le résultat. Donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est que vous aviez contrôlé le gel des avoirs, mais qu'il était impossible d'exporter et que finalement, c'est en passant par là, en découvrant la ancienne version que vous avez pu exporter, donc vous avez régularisé, mais que tous les contrôles ont été faits. Et dans 3 contrôles où j'ai le cas, honnêtement, comme dirait ma fille, c'est passé crème. Voilà. Donc, c'est un des arguments qu'on pourrait mettre en avant si vous étiez contrôlé, que pour certains dossiers, vous ayez des récépissés qui soient postérieurs au mandat ou au vente. Ça, encore une fois, hein, n'ébruitons pas non plus trop le truc, mais ça passe. C'est passé sur 3 de mes dossiers et ça a été parfaitement compris. Et d'ailleurs, les contrôleurs qui avaient vérifié le registre avaient bien constaté qu'il manquait le petit bouton exporter sur le registre des avoirs. Donc régulièrement, avant de faire ça, j'ai quand même vérifié qu'aujourd'hui le registre avait pas été actualisé. Donc c'est toujours le cas. Je vais vous montrer quand même pour certains, parce que je pense que pour beaucoup, en tout cas, c'est souvent la question qui m'est posée. Vous ne savez pas forcément où aller pour vérifier le gel des avoirs et comment faire. Donc, attendez, il faut que je me reconnecte à Pléiade. Cédric, c'est toujours mon support qui passe là ou c'est Pour le moment, c'est toujours ton support, ouais. Ah, ok, alors attendez, je vais arrêter le partage. Attendez, je vais arrêter le partage. Hmm, j'essaye de me mettre. Attendez. Donc, tu changes de page comme ça, tu devrais te mettre sur un partage de tout l'écran, comme ça au moins t'es pas embêté. Ouais, t'as raison. Non, mais là, c'est juste que j'essaye d'actualiser le registre là. Voilà. C'est juste mon Pléiade qui tourne. Voilà, c'est bon. T'as raison, je vais faire ça. Ça va être beaucoup plus simple. Remarque. Écran. Ça doit être ça. Partager. Voilà. Vous voyez mon écran? Parfait. OK. Donc, le registre national de gel des avoirs, il est directement accessible depuis Pléiade. Donc, alors, hop, je tourne un truc.
Donc là, vous avez donc votre arborescence. Ici, vous avez ce qu'on appelle le lien partenaire. Donc vous allez dessus. Dans partenaire, vous scrollez tout en bas. Évidemment, ça, par exemple, c'est un point qu'on va retravailler, puisque au lieu d'aller tout en bas, on va le faire apparaître en premier. Vu que c'est un sujet important, on va le remonter de façon à ce que vous n'ayez pas à chaque fois à, à scroller. Donc vous cliquez sur gel des avoirs. J'espère qu'il va fonctionner, puisqu'il était en rade hier. Ce qui me fait un peu peur là aussi d'ailleurs. Non, ça tourne, voilà. Il faut le laisser s'actualiser un peu, parce que là, en fait, vous allez avoir une barre de recherche, vous allez voir. Il faut le laisser s'actualiser un tout petit peu, ça peut prendre 2-3 minutes. Et vous voyez, le fameux petit bouton que je vous parlais, exporter vers PDF, c'est celui-ci en fait. C'est ça qui va vous permettre d'avoir après le récépissé qui va se télécharger et qu'il faudra collecter, euh, qu'il faudra mettre à votre dossier. Ouais, alors, vous voyez, je pense qu'il était en rade hier. Alors je suis désolé parce que ce site-là, en fait, c'est un document obligatoire, mais c'est un des sites qui est le plus chiant à faire tourner. Vous voyez, en fait, en permanence, il faut actualiser. Euh, c'est d'une difficulté sans nom d'y accéder. Puis- Bref, voilà. Vous voyez, la barre de recherche, elle est là. Donc, vous avez un vendeur, je reprends l'exemple de Cédric. Cédric vend sa maison, j'ai vérifié le titre de propriété, j'ai vérifié sa pièce d'identité. Maintenant, je tape son nom. J'espère que je n'ai pas écorché. Non, je fais attention. Là, je fais entrer. Et là, en fait, vous avez une tâche blanche. Évidemment, vous avez une barre, vous dites, il n'apparaît rien. Vous allez jusqu'au bout. Vous apercevez qu'aucun résultat n'a été trouvé concernant Cédric Herreras. Ce que vous faites, c'est que vous exportez vers PDF. Donc, vous cliquez ici. Là, vous allez avoir un document qui se télécharge. Vous le voyez ici. Vous l'ouvrez. Et là, vous voyez la recherche que vous avez faite. Cédric n'est pas fiché. Et vous voyez la date de téléchargement. Donc, on sait qu'aujourd'hui, j'ai consulté le registre, j'ai téléchargé le 26 janvier, j'ai consulté, j'ai vérifié que Cédric n'était pas lui-même concerné par une mesure d'interdiction de gel des avoirs. Alors, vous me direz, ça c'est bien, Cédric Herreras, on va dire, sauf Cédric si j'ai une connerie, c'est pas un nom très courant, mais tu peux avoir, moi j'en sais rien, Descamps par exemple, Olivier Descamps, bah, des Descamps, moi j'en connais quelques-uns autres qu'Olivier. Donc on peut se dire, il y a un homonyme. Et c'est là où hop, c'est là où, vous voyez, vous avez un autre site, donc qui est le nouveau site, et vous voyez qui est très, très grand. Voilà. Donc là, vous pouvez renseigner la date de naissance de Cédric. Voilà, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous aurez exactement le même résultat, à ceci près que vous voyez, vous n'avez pas cette petite case exportée vers PDF. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez de contrôler et que vous avez une date de contrôle ou de récépissé qui est postérieure, on joue un peu nous là-dessus en disant qu'effectivement aujourd'hui, on peut faire toutes les sauvegardes que l'on veut, on peut faire toutes les recherches que l'on veut. Par contre, il est impossible de sauvegarder. Et effectivement, à ce moment-là, on n'a pas pensé à faire une copie d'écran. C'est pas très grave. C'est pour ça qu'on est passé par l'ancienne recherche qui, elle, permet d'exporter les résultats en PDF. Encore une Excusez-moi, fois, mais j'ai pas vu comment vous avez fait pour arriver sur cette page-là. ah, je suis reparti de. Alors, il va certainement encore couiner si je le refais. Merci. Désolée. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais repartir. Donc, je repars depuis Pléiade, je clique sur lien. Le lien, en fait, vous redirige directement vers l'ancienne version qui permet d'exporter en PDF. Le problème, c'est qu'il est en rade le truc. Ouais, c'est pas le Pléiade, quoi. Voilà. En fait, vous arrivez sur cette page-là et mais comme il tourne, en fait, il n'est pas. Ouais, ça, il tourne Ouais. toujours. J'ai cliqué ensuite juste sur ce lien-là, mais qui ne Ah, continue d'accord. que quand il a fini de s'actualiser. Voilà. Et qui me redirige vers la page d'accueil. Vers la page d'accueil. D'accord. Bon, c'est pas très grave, mais du coup, Nous aussi, tu vois. bon, ok. Et si on Donc, le registre. actualise tous nos dossiers depuis 3 ans, là, si on le fait aujourd'hui, ils vont pas nous botter en touche parce qu'on l'a fait qu'aujourd'hui? C'est ce que je vous disais. C'est qu'en fait, si vous le faites là, vous aurez effectivement des récépissés qui vont être postérieurs. Je réponds juste à, je sais plus qui m'a posé la question, c'est en cliquant dessus, une fois que c'est actualisé, vous cliquez dessus et vous arrivez sur Oui, l'ensemble du d'accord. registre. Et la nouvelle version, elle est là. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est que vous aurez de toute façon une antériorité, une postériorité, pardon, par rapport à vos dossiers, mais vaut mieux le faire là maintenant
que ne pas le faire du tout, sachant que vous connaissez la réglementation. Et ensuite, on pourrait jouer sur le fait que vous êtes passé sur la nouvelle formule du site et que celle-ci ne s'exportait pas et que effectivement, il ne vous est pas venu à l'idée de faire des copies d'écran et de le sauvegarder, mais que quand vous avez connu l'ancienne version qui, elle, le permettait, vous avez régularisé, certes postérieurement, mais vous aviez de toute façon fait les vérifications de ça. Alors là, il faut prier qu'évidemment, à ce moment-là, un des propriétaires n'apparaisse pas sur la liste, parce que sinon, on n'est quand même pas très bien. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, dans 99% des cas, ça, on l'a toujours régularisé a posteriori, puisque très très peu de conseillers, finalement, le faisaient en temps et en heure. Et donc, ça vaut pour les personnes physiques, mais lorsque vous avez une personne morale, évidemment, c'est pas la personne morale qui va. Par contre, c'est le représentant légal ou les représentants légaux qu'il faut passer au crible du gel des avoirs. Je vous donne un exemple. Sur IAD France, Olivier Descamps est le DG, mais on a un président qui est Clément Delpirou. Eh bien, il faudrait passer Olivier Descamps et Clément Delpirou au registre national de gel des avoirs pour bien s'assurer que IAD France, qui vend son bien immobilier, représenté par Olivier et Clément, eux-mêmes ne sont pas interdits ou ne font pas l'objet d'une interdiction de mobiliser des avoirs. Vous voyez, c'est ça en fait qu'il faut arriver à faire de façon systématique. Sur la partie acquéreur, ça fonctionne exactement de la même manière. Que ce soit une personne physique ou une personne morale, pour la partie acquéreur, il faudra évidemment obtenir la copie de la pièce d'identité et passer la personne au registre national des avoirs et mettre tout ça dans votre dossier. Autre document qu'il faut avoir dans votre dossier, donc je vous ai dit, copie de la pièce d'identité, copie de propriété, registre national des avoirs. Il faudra également réaliser la grille des risques. La grille des risques, je vous la montre sur Pléiade. Elle se trouve donc dans la rubrique, dans le centre d'information, dans Documents, dans Bonnes pratiques. Et là, vous avez la fameuse fiche d'évaluation des risques. Je vous montre, vous cliquez, vous téléchargez, et c'est cette fiche qu'il faut remplir pour la partie vendeur et acquéreur. Voilà. Quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Voilà. Ce document-là est également systématiquement demandé en cas de contrôle. Voilà. Ce document-là, il est essentiel. En fait, il vous permet aujourd'hui, enfin, en tout cas, il est censé vous permettre de déceler une situation potentiellement problématique ou ne répondant pas à la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation nous impose, nous, IAD France, de cartographier les risques les plus importants que l'on peut rencontrer dans notre domaine d'activité. C'est aujourd'hui ce qu'on a essayé de faire au regard de l'ensemble des volumétries de transactions que l'on fait, des typologies aussi de transactions que l'on peut faire, des typologies de clients qu'on peut rencontrer, des situations géographiques aussi différentes que l'on peut avoir, et du positionnement que l'on a. Ça nous amène à avoir établi un certain nombre de questions qui doivent vous permettre de déceler ou non, en fonction des réponses que vous apportez, une situation à risque. Vous voyez, je vous prends un exemple. Admettons, je reprends l'exemple de Cédric. Cédric vend sa maison. Donc, ah oui, alors attendez, je suis obligé d'activer, parce que évidemment, je ne peux pas m'enchaîner. Donc, Cédric vend sa maison. Donc, Cédric est un vendeur personne morale. Est-ce que j'ai eu du mal à identifier le vendeur de l'opération? Non. Voilà. Est-ce que j'ai eu du mal à identifier le bénéficiaire? Non, c'était bien Cédric. Le vendeur fait-il l'objet de mise en avoir? Non. Et vous voyez, en fait, le score aujourd'hui s'actualise à côté. C'est-à-dire que vous n'avez juste qu'à répondre oui ou non. Et en fonction, vous avez un score qui s'affiche. Et en fonction du score, vous aurez des préconisations faites par IAD. Le vendeur réside-t-il dans un pays situé en zone de guerre? Admettons que Cédric réside en Ukraine. J'en sais rien, allez, admettons. Oui. Vous voyez? Et bien là, à ce moment-là, vous savez que vous devez automatiquement nous informer de la situation. Parce que ça, c'est un critère, c'est un des éléments qui doivent vous amener à douter, en tout cas, avoir une vigilance supplémentaire et de nous en informer pour que nous, on fasse un certain nombre de formalités ou de diligences complémentaires de notre côté. Évidemment, grâce à vous ou même grâce à nous et à certains liens qu'on peut avoir avec d'autres registres ou d'autres accès que l'on a, nous, privilégiés en tant que tête de réseau. Donc, cette grille-là, elle doit être faite de façon systématique pour le vendeur et pour les acquéreurs. Alors, si vous êtes en cas de partage,
ça arrive. Le conseiller qui a le mandat de vente, évidemment, doit le faire pour la partie vendeur, mais il doit également s'assurer que son collègue iadien l'a bien fait côté acquéreur. Et donc, il devra demander à son collègue iadien l'ensemble des éléments qu'il a collectés lui-même dans le cadre de son obligation. Donc, ça va être la copie, la CNI de l'acquéreur, ça va être le justificatif de domicile, ça va être la vérification de l'apport des fonds, enfin de la justification des fonds, de l'origine des fonds, ça va être la grille d'application. Le collègue IAD va garder ça dans son dossier, mais il va transmettre une copie au collègue IAD qui a le mandat de vente. J'ai Pour que deux questions lui, par rapport à ça. comment? Je te coupe 2 secondes. J'ai deux questions pour revenir sur une sur la grille d'évaluation des risques. Ouais, Les biens dans les DOM sont notés 1. Pour ceux par exemple, La Réunion, etc., etc. J'ai une question de Delphine qui me dit, question sur la grille, les biens dans les DOM sont notés 1. Pour nous qui sommes dans les DOM, La Réunion, dans mon cas, on n'a pas à y prêter attention, oui ou non? on n'a pas à y prêter attention. Euh, pour moi, je pense que si. Bah, Pourquoi? non, mais en fait, c'est quoi? C'est à la. Enfin, Quand tu mets que le bien est situé dans les DOM, ouais, Oui, voilà. Si vous voulez, je peux compléter. Quand vas-y. on met que c'est dans les DOM, ça nous met la note 1 ou 2, ça nous met un petit truc, se reporter au livret des bonnes pratiques. Nous, on est dans les DOM, donc tous nos biens sont dans les DOM, quoi. oui, oui, mais donc, en fait, c'est pour ça que en fait, la grille aujourd'hui, elle a été faite suite, enfin, elle a été faite. Elle a été réactualisée suite au contrôle qu'on a eu. Elle était pas assez didactique, elle était trop complète. Bref, en fait, on avait les deux. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait cette grille. Vous avez un scoring automatique et ensuite, pour les mesures complémentaires, on renvoie au livret parce qu'en fait, on avait commencé à tout mettre dans la grille, on nous avait dit que c'était trop compliqué. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fonction du scoring que vous avez, il peut y avoir des mesures complémentaires à mettre en place. On ne les a pas détaillées dans la grille. Par contre, on renvoie au protocole interne qui vous permet, en fonction des critères, en fonction des questions, qui vous indique ce que vous devez mettre en place, soit en mesure complémentaire, soit en mesure de vigilance renforcée. Et donc, dans les DOM, vous êtes soumis à la même réglementation, donc vous avez effectivement à y prêter attention, au même titre que quand vous êtes en frontalier ou en zone frontalière sur des biens qui soient situés enfin, en zone frontalière suisse, italienne, espagnole ou autre. Euh, donc, on est tous un peu concernés, enfin, on est tous concernés par cette réglementation, même dans les DOM. Alors, Et bien, je ne dis pas qu'on n'est pas concerné, j'ai tout fait la suite à la visio de ouais, lundi très dernier. bien. Ce que je veux dire, c'est que moi, tous mes biens, ben, ils sortent avec cette note et on est dans les DOM. Donc, Oui, oui, mais les DOM, quand encore une fois, les quelqu'un peut DOM, vivre dans l'Aveyron et qui aime bien dans les DOM, peut-être on peut dire, ah, il y a peut-être quelque chose à voir, il y a un truc qui pourrait être bizarre en termes d'investissement. Mais nous, les gens, on est sur place, ils vendent, ils achètent ici, quoi. oui, oui, mais en fait, les DOM, la vigilance des DOM, alors je préfère dire les DROM parce que maintenant on les appelle les DROM et plus les Oui, DOM-TOM, juste oui, oui. pour nous, c'est les départements et régions d'outre-mer. En fait, les DROM, ils ont cette particularité, alors en tout cas sur la partie Martinique et Guadeloupe, puisqu'on est majoritairement présent là avec La Réunion, un peu en Guyane aussi, mais les DROM, en fait, ils se situent en fait entre le continent américain, nord-américain et sud-américain. Et donc, évidemment, vous avez aujourd'hui, et c'est pour ça que cette vigilance, elle est 2-1 plus que dans l'Aveyron ou autre, puisqu'on sait que, et d'ailleurs, vous l'avez également en Île-de-France et sur le secteur bassin méditerranéen, puisque ce sont des secteurs où on sait qu'il y a effectivement, je ne vais pas dire une plaque tournante, parce que j'aime pas ce terme-là, mais où il y a potentiellement du blanchiment ou du trafic ou du maniement de fonds illicites sur ces départements-là, et donc qui amène d'ores et déjà à une vigilance on va dire plus, plus. Voilà, c'est juste ça. Mais à ce stade-là, en tout cas, pas de vigilance plus particulière ou plus poussée à avoir que sur les autres départements. Tu avais D'accord, une merci. Je ne comprenais pas, mais c'est surtout lié à ça. Je Ouais, ouais, exactement. m'interrogeais sur Ouais, ça. exactement. Merci beaucoup. J'ai une autre question, Bruno. Tu es en train de parler du partage. Que faire quand un conseiller qui est censé nous envoyer les documents de sa partie te dit, oh, mais c'est pas grave, le notaire le fait, moi je ne l'ai pas fait, je t'enverrai rien, débrouille-toi. Alors, nous, on l'a eu. Alors déjà, il faut nous remonter le sujet. J'ai eu le cas, j'ai eu le cas pas ce week-end. Attendez, on est quoi? Le Cap ML, juste un peu avant le Cap. Donc un conseiller qui, évidemment, a dit que il n'enverrait pas les documents, que le notaire le ferait, qu'il n'avait pas fait ce sujet. Donc nous, on a appelé le conseiller, hein, on lui a expliqué le sujet.
Bon, il nous a dit qu'il ne connaissait pas le sujet. Pourquoi pas? Il a envoyé les éléments complémentaires, donc on l'a eu au dossier. Et s'il ne l'avait pas fait, ben, nous, ce qu'on aurait aujourd'hui malheureusement suggéré, c'était à la personne de devoir, en tout cas celle qui recevait, qui avait le mandat, de devoir le faire de son côté et de devoir solliciter les acquéreurs en direct du conseiller concerné, parce que lui-même ne l'aurait pas fait. Tu vois. Donc après, il y a des... Et Oui, à ce stade-là, c'est compliqué d'avoir une mesure coercitive. On y réfléchit, pour être très honnête, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Quand moi, c'est j'ai. un partage avec un agent IAD, c'est facile, mais quand c'est avec une autre Voilà, agence. c'est ça. Alors, c'était le cas avant, ça l'est beaucoup moins maintenant. Même C'est-à-dire le que... partage de com, hein, donc le vendeur. Enfin, De moi, quoi? j'ai le cas de figure en ce moment où Ouais. c'est un IADien et on m'a répondu comme ça. Et là, on me dit, en fait, c'est celui qui est en charge du vendeur qui doit faire toute la tâche. Donc, on est déjà en partage de com, donc ça va quoi. Et après, C'est le... on peut pas verrouiller avec un mail, par exemple. Si l'autre personne ne veut pas nous rendre ce document, le fait d'avoir un écrit et en disant, ben, moi, j'ai bien fait la demande, etc., au conseiller, sauf qu'étant donné qu'il a refusé et qu'il ne m'a pas donné certaines données, je n'ai pas pu faire, voilà. Est-ce que ça peut être lors d'un contrôle en disant, mais moi, j'ai bien fait la démarche, après, j'ai eu une barrière derrière. Mais Ouais, au moins ouais. qu'il y ait un écrit, peut-être. Alors, en fait, c'est le conseil moi que je donne systématiquement, c'est surtout, il est important de tout tracer par écrit. Là, on parle Ah, d'un voilà. conseiller, mais ça peut être un acquéreur, ça peut être un vendeur qui refusera de vous donner une pièce. Vous voyez? Oui, Oui, oui. oui. Par exemple, la pièce d'identité. Bah, moi, j'ai entendu dire aujourd'hui, je suis gêné, ma pièce d'identité, je veux pas la donner, vous avez pas à me la demander, vous n'êtes pas officier de police judiciaire. Moi, Correct. non. Alors, oui, c'est vrai. Néanmoins, aujourd'hui, on a tous déjà réservé une voiture ici. Exact. Tout le monde a eu pris copie de sa pièce d'identité ou de son permis. Ne serait-ce que pour faire des courses. Ça n'a gêné personne. Bien Et sûr. non. Voilà. Et pour autant, vous ne savez pas ce qu'il fait de sa pièce d'identité, vous ne savez pas ce qu'il va faire de votre pièce d'identité, vous ne savez pas comment il la conserve. Voilà, c'est un dossier papier, on le voit tous numériser le truc, on ne sait pas comment c'est conservé, on ne sait pas comment c'est archivé, on ne sait pas ce qu'ils en fait. Voilà. Et pour autant, ça gêne personne, vous le faites. Quand vous allez à la poste, vous donnez votre pièce d'identité, ça gêne personne pour retirer un colis recommandé. Donc, Alors, c'est pas au fait de la carte d'identité, c'est dans le document Lab FT, hein. Il y a ouais, quand même les bulletins de salaire, d'où provient l'argent, c'est que document, enfin, les impôts sur le revenu. absolument. C'est pour ça que je dis, la première question qu'on me dit toujours, mais Euh, tu sais, Bruno, c'est difficile à demander. Je dis non, c'est pas difficile à demander, c'est difficile à obtenir. C'est pas la même chose. voilà. Si vous êtes déjà gêné à demander le sujet, à demander les choses, bah, un client peut le sentir. C'est pour ça que moi, mon premier point, et alors encore une fois, hein, je le dis de façon, assez facile parce que je ne suis pas sur le terrain et je ne peux évidemment pas euh, présumer de la difficulté que vous avez. Euh, mais dans tout sujet que moi je traite, quand vous sentez la personne en face de vous qui n'est pas convaincue, qui est hésitante, vous vous demandez si elle connaît bien son sujet, vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous avez peut-être besoin d'un avis complémentaire. Et donc, ça vous inquiète un peu. C'est pour ça que dans le protocole qu'on a mis en place, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis un certain nombre d'arguments pour vous aider. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va aussi travailler, puisque là, j'avoue que j'enchaîne beaucoup de webinaires au sein des équipes. Je m'aperçois qu'en fait, finalement, c'est presque un peu une sorte de question-réponse qu'il vous faudrait, et peut-être un peu d'argumentation ou de proposition de présentation du sujet de façon à ce que vous puissiez argumenter en fonction des oppositions que vous pourriez rencontrer dans telle ou telle demande. Je prends l'exemple de la CNI, mais ça va être également pour l'origine des fonds, ça va être également pour justificatif de domicile. Donc, on est en train de construire ça avec ma collaboratrice, et ce qu'on va mettre après à disposition du réseau. Comme je mettrai le support que je vous ai projeté à disposition du réseau lorsque j'aurai fini l'ensemble des webinaires, parce que je ne veux pas le faire maintenant, sinon, en fait, j'aurai plus personne, et l'objet, c'est justement d'avoir le maximum de monde. Une fois que j'aurai ça, évidemment, vous aurez tout ce qui va bien, j'ai aucun problème, je mettrai tout à disposition. L'objectif étant que justement, vous ayez le plus d'informations possible pour être le plus complet possible. Mais donc, pour répondre tout à l'heure, c'est Audrey qui posait la question, Audrey Lafont. Oui, évidemment, en cas de difficulté, moi, ce que je dis toujours, c'est tracer par écrit. Aujourd'hui, vous avez un boulot qui est éminemment relationnel. Et ça, tout le monde le sait. Tout se fait 90%, allez, non, j'exagère, peut-être 70% du temps par téléphone. C'est-à-dire que vous appelez, vous voyez, tu peux me donner ça, tu peux me donner ci, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Euh, alors, c'est très bien. Vous avez une rapidité d'exécution, vous avez une rapidité de transmission de l'information, peut-être même d'obtention du document. Mais n'oubliez pas qu'il est toujours important de tracer par écrit vos demandes. Parce qu'il faut pouvoir acter que vous avez fait les choses,
Mais il faut aussi pouvoir acter soit que le client a refusé, soit que le client ne vous a jamais répondu malgré vos différentes relances. Et c'est ça, en fait, le plus important. Je disais tout à l'heure, vous avez un client aujourd'hui qui vous dit bah, non, je ne veux pas vous donner mon justificatif d'origine des fonds. Très bien. Le premier réflexe, c'est de dire vous ne voulez pas me le donner à moi, je suis assujetti. Je vous montre aujourd'hui le code monétaire et financier qui m'impose de le vérifier. Vous ne voulez pas me le donner, vous voulez plutôt le donner au notaire qui lui-même vous demandera la même chose, qui lui-même fera la même chose pour aboutir à la même chose, c'est-à-dire la signature d'une vente. Voilà. Donc, ça, il faut le tracer par écrit. L'acquéreur peut refuser de vous le donner. C'est pas très grave. C'est gênant, mais il faut pouvoir, vous, en cas de contrôle, pouvoir justifier que dans cette vente-là, qui a abouti, et sur laquelle vous êtes contrôlé, vous avez en tout cas fait le nécessaire en demandant l'origine des fonds, que l'acquéreur a refusé de vous le donner. Et quand je parle de l'origine des fonds, pardon, je parle de l'apport. Hein. Je ne parle pas évidemment de l'emprunt. L'emprunt bancaire, il est bancaire, donc il est normalement l'argent est licite. Voilà. Je parle bien de l'apport. Hein. Donc un conseiller, un client qui va faire un apport. Et précision importante, il n'y a pas de montant minimum pour vérifier l'origine des fonds. Il peut apporter 1 000 euros, 2 000 euros, 50 000 euros, 1 million d'euros, vous le vérifiez. Et c'est d'autant plus important d'obtenir ce document que derrière, vous pouvez avoir des gens qui vont falsifier ces documents. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé dans un dossier pour lequel on a été sollicité. Une conseillère vend un bien immobilier. Elle a un acquéreur en face de lui. Je vais même vous donner 2 exemples. Elle a un acquéreur en face de lui qui lui dit, bah, écoutez, j'ai, je ne sais plus combien il avait, 10, 20, 30 000 euros, retenez pas le chiffre, peu importe. Je fais un apport d'un montant de plusieurs milliers d'euros. Il lui donne une attestation bancaire d'une société, d'une très grande société française, société bancaire française. Bon, la conseillère reçoit le truc et puis elle lit le document. Elle se dit, tiens, c'est quand même bizarre, la typologie n'est pas tout à fait la même, le tampon de signature est un peu bizarre. Et nous l'envoie. Donc, on lui demande la grille des risques, on lui demande la copie de la pièce d'identité du monsieur, on lui demande, qu'est-ce qu'on lui a demandé encore? Si elle avait un justificatif de domicile de moins de 3 mois, elle n'avait pas, elle avait demandé. On a écrit à cette banque-là qui nous a confirmé que l'attestation faite était une attestation frauduleuse et qu'elle n'avait jamais émis l'attestation bancaire. Donc, on se retrouve avec un monsieur, pour X ou Y raison, qui avait falsifié une attestation bancaire. Donc, toutes les mentions étaient bonnes, hormis le nom du monsieur et l'emprunt bancaire et le compte. J'en ai aucune idée. Voilà. Nous, derrière ça, pas de problème. On a fait une déclaration Tracfin et je sais que derrière, un dossier a été ouvert. Et après, nous, c'est plus notre sujet de savoir où on est. Nous, on a fait le nécessaire. Derrière, Tracfin gère son sujet. Toujours est-il, c'est que nous, on a dit à cette cliente de ne pas poursuivre la relation, de ne pas aller plus loin, de ne pas envoyer l'offre au client vendeur. Et donc, on a expliqué à la conseillère que le client vendeur, on a expliqué à la conseillère, pardon, qu'elle devait indiquer à son client vendeur que finalement, la proposition n'était pas fiable et que le client acquéreur qui s'était positionné n'était pas solvable. Et donc, on ne pouvait pas lui présenter l'offre en question. Pas de sujet, le dossier a été clos. La vente s'est faite ultérieurement avec un autre acquéreur, mais vous voyez, l'intérêt il y a l'intérêt de collecter la pièce et ensuite la nécessité de regarder à minima la pièce. Ne collectez pas la pièce sans la regarder. Essayez juste au moins de l'analyser rapidement pour voir si vous y voyez des choses incohérentes. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous poser la question. Quand je dis nous poser, c'est à l'adresse correspondante Tracfin. Je préfère qu'on ait des questions bêtes. Et encore, il n'y a même pas de questions bêtes, mais je préfère qu'on ait des questions plutôt que pas de questions. Comme je dis, il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que des mauvais silences. Parce que ne pas nous poser la question, c'est potentiellement vous poursuivre une relation ou poursuivre une transaction qui présenterait un risque et pour lesquels, postérieurement d'ailleurs, on pourrait avoir des difficultés dans le cadre d'un contrôle ultérieur. Je vous donne un deuxième exemple qui nous est arrivé. Alors celui-ci est un peu plus drôle, mais toujours est-il que beaucoup moins. C'est un client acquéreur, c'est arrivé récemment, hein, c'est même arrivé pour tout vous dire ce week-end. C'est un client acquéreur qui se positionne sur un bien, donc qui prétend avoir sur son compte plusieurs millions d'euros pour avoir gagné au loto, à la Française des Jeux, hein, pour être très précis, mais qui n'est pas foutu de nous donner une attestation de Française des Jeux. Donc on a écrit à la FDJ qui nous a dit que ce monsieur-là n'avait jamais gagné au loto. Alors là, encore une fois, ce n'est pas sur une obligation Tracfin,
Oui. Pas tout à fait, parce qu'en fait, pas complètement, puisque là, je pense plutôt à faire soit un mythomane, soit un monsieur qui aime bien s'amuser à ça. Mais néanmoins, dans le cadre de son obligation de vérification, le conseiller a sollicité un document, a tracé par écrit, a obtenu une réponse du client, qui nous a permis, nous, de nous renseigner, de nous apercevoir que ça n'existait pas, c'était du faux. On n'a pas fait de déclaration, là, en l'occurrence, parce que il n'y avait pas de falsification, et puis c'est un monsieur qui se prétendait vainqueur du loto, donc on s'en fiche. Mais vous voyez, cette vérification-là, elle s'inscrit dans le cadre de l'obligation TRACFIN. Donc le conseiller qui a fait ça a effectivement bien fait son boulot et a bien tracé par écrit la demande qui lui a été faite plutôt que le faire par téléphone. Donc tout ça nous permet, à nous en tout cas, et à lui, d'avoir dans son dossier les éléments nécessaires qui permettent de justifier d'avoir au moins vérifié l'origine des fonds prétendument mobilisables, oui, c'est ça, par le client acquéreur potentiel. Excusez-moi, Oui, j'avais juste une question. En l'occurrence, comment procède-t-on à, c'est mon cas, à une personne qui est sous curatelle? alors, En l'occurrence, j'ai un client, un des héritiers, euh, qui est sous curatelle renforcée. ça a un peu frisé, donc parler de comment faire pour quelqu'un. Curatelle renforcée Oui, c'est ça, qui est en curatelle renforcée, ok. pour un vendeur. 5 héritiers, dont un qui est en curatelle renforcée. Ok, d'accord, ok, ça marche, très bien. Alors, déjà, premier point, contrairement à la tutelle, le mis sous, enfin, celui qui est sous curatelle signe. C'est-à-dire effectivement, il y a une double signature, hein. Vous avez le curateur, même si elle est en renforcée, vous avez le curateur qui va signer à côté de celui qui fait l'objet de cette mesure de protection. Donc, le curateur, alors là, je pense, je ne sais pas, par exemple, sur le contrôle de gel des avoirs, il faut vérifier même la personne sous curatelle. Donc, celui-ci, vous le contrôlez. Plus les 5 héritiers, si j'ai bien compris, il y en avait 5. Il faut lui demander aussi sa pièce d'identité, du coup. Bien sûr, tout pareil. Ok. Ah bah, oui, puisque pour le coup, la personne sous curatelle n'est pas ce qu'on appelle un incapable, puisqu'il peut signer à côté de son curateur. La personne sous tutelle est considérée comme étant incapable. C'est pour ça qu'elle a un tuteur qui va signer pour lui au travers d'un certain nombre de dispositifs, notamment du juge des tutelles qui devra lui référer, lui donner instruction et validation d'un certain nombre de formalités. Par exemple, un tuteur, un mis sous tutelle qui voudrait vendre son bien, vous êtes, je dirais, normalement obligé d'obtenir du tuteur l'aval du juge des tutelles de vendre le bien à un prix défini. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il faut vérifier de toute façon, même le mis sous tutelle, il faut vérifier son identité, tout pareil. Vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, ça reste le propriétaire du bien, qu'il soit sous tutelle ou pas, ça ne change rien, il reste le propriétaire du bien. Donc, il faut vérifier cette personne-là. Voilà. Non, ça, c'est une absolue nécessité. Et en fait, le fait de faire l'objet d'une mesure de protection, ça ne change rien. C'est pareil pour un mineur. Voilà, un mineur, il faudrait aussi la pièce d'identité. Alors, vous allez me dire, le mineur n'a peut-être pas la pièce d'identité. Ok, mais il y a un livret de famille qui existe. Par exemple, ça peut le faire. Voilà. Parce qu'évidemment, moi, je prends l'exemple de ma petite qui a 7 ans, elle a sa pièce d'identité que depuis 2 ans. Avant, d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils en font. D'ailleurs, ils en font rarement avant, puisque ça évolue trop vite, et donc la pièce n'est plus d'ailleurs très, très à jour. Donc, il faut bien vérifier tout ça quand même, Sandra. Il y a Beryl, je crois qu'il y a une. Ouais, tu avais fini ta présentation et on passe aux questions-réponses ou on fait les questions en suivant? Ouais, on peut. Bah, en fait, j'ai une réunion après à 11h15 avec Ok, Jérôme, donc ok, je, vas-y. je suis On fait les un peu short. Mais Beryl, vas-y. Oui, juste une petite question concernant la provenance des fonds. Quand on est sur un financement quasi total, sur un primo-accédant par exemple, et qu'il y a 5 ou 10 000 euros d'apport, on fait quand même la demande? Même sur un Euh, petit montant comme ça? quand tu, À partir du premier euro qu'on doit faire une demande? bah, en fait, dès qu'il y a un petit apport, dès qu'il y a un apport, quel qu'il soit, en fait, cette vérification doit être faite. C'est ce que je disais. Ok. Parce que bon, il y a des clients qui risquent de refuser de nous la donner. Et c'est pour ça en fait, il faut pas se contenter de leur demander une justification de l'apport. Il faut leur expliquer la raison pour laquelle on leur demande. C'est aujourd'hui qu'on est aujourd'hui nous soumis à une obligation TRACFIN, qu'on a aussi nous un devoir
de vérifier, quand bien même le courtier et le notaire vont le faire, nous-mêmes, nous sommes assujettis à des obligations qui nous obligent de le faire, et notamment pour vérifier aussi que le montant validé, ou en tout cas, comment dirais-je, je vais te le formuler différemment, que la proposition qui a été faite se basant sur un apport personnel et un montant d'emprunt bancaire potentiellement soit cohérente, notamment ça participe aussi de la vérification de la solvabilité de ton client. Parce que, Oui, oui, voilà, oui, oui. tu Oui. vois, je prends un exemple, concret. Sur le cadre d'une proposition d'achat qu'on a eue dans un dossier, le client acquéreur, pardon, avait mis une proposition, donc un apport personnel à hauteur de 80 000 euros, et un emprunt bancaire, c'était, je crois, quelque chose comme 100 000 euros. Euh, le conseiller a demandé l'origine des fonds, donc de vérifier que les 80 000 euros existaient bien. Et en fait, on s'est aperçu que les 80 000 euros s'étaient transformés en 52 000 euros, je crois, et que l'emprunt bancaire de 100 000 allait être plutôt de 100 000, 130 000 allait être plutôt de l'ordre de 140 145 000. Donc, ce n'était pas tout à fait la même. Et si ça, tu ne l'avais pas vérifié, que tu avais présenté la proposition d'achat, si le vendeur avait dit, attendez, moi j'ai signé une proposition d'achat, à ce montant-là, avec un emprunt bancaire, attends, finalement, c'est une proposition d'achat, je m'aperçois que le mec, c'est pas 80 000, c'est 52 000 qu'il a et qu'il doit emprunter plus, moi, en fait, je vais pas au bout et je signe pas. Et sache que dans ce cas-là, nous, c'est très compliqué d'aller au front, notamment sur la partie là, pour le coup, honoraire, parce que la proposition d'achat qui a été faite ne vaut plus rien. Déjà parce que le montant apporté n'est plus celui qu'il était et que le vendeur a pu se décider sur ce montant-là. Et puis toi, derrière, ça te permet aussi de vérifier que l'origine des fonds qui était portée à 80 000 n'est pas à 80 000, à 52 000 et qu'en plus, ces 52 000, ça peut être un acte de donation, ça peut être une condition d'épargne ou autre. Mais voilà. Tu vois, finalement, les choses se mêlent un peu, c'est pas cloisonné. Tu vois, ça Ouais. participe finalement, tu te retrouves à avoir des réglementations qui s'entrecroisent et avoir des sphères de recoupement. Et par exemple, celle-ci en est une. Bon. Et est-ce que c'est possible de nous transmettre? Alors, peut-être que Cédric va avoir ça dans sa besace, mais un modèle type à envoyer, parce que là, par exemple, aujourd'hui, alors ça tombe bien qu'on fasse cette formation ce matin, je dois envoyer un dossier notaire cet après-midi avec un paiement comptant de 940 000 euros. 900, paiement comptant? Oui, moi aussi, je suis très contente. Mais Ah ouais, 940 000 euros, oui, c'est pas. voilà, donc je me doute que là, je dois être encore plus rigoureuse sur, sur ce dossier. Mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un modèle type Alors, formalisé que... non, c'est ce que je disais, on n'a pas de modèle type, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, plus je fais ces formations, plus en fait on me demande d'éléments. Et donc l'objectif, c'est justement de mettre à disposition toute cette boîte à outils qu'on est en train de consolider, qu'on est en train de travailler. Les questions-réponses, les modèles types de demande, de documents, par exemple, l'origine des fonds, un modèle type de justification ou de justification en face d'un refus. Tu vois, on est en train de travailler tout ça pour justement le mettre à disposition du réseau une fois que j'aurai fini l'ensemble des webinaires. Donc, parce que je suis intervenu dans d'autres équipes où on a eu d'autres demandes très intéressantes sur ce sujet-là, donc on est en train de le faire. Je fais juste une parenthèse et je tiens à vous le dire quand même. Sachez qu'on est en train aussi, nous, de travailler avec Digital. Alors, ceux qui étaient au CAP, vous avez vu, il y a beaucoup d'évolutions Pléiades qui ont été présentées. Dans ces évolutions Pléiades, ça n'a pas été présenté, mais on travaille aussi sur la possibilité, enfin, pas sur la possibilité, sur le fait de dématérialiser le contrôle de gel des avoirs et la grille des risques. Ça veut donc dire qu'il y aurait une automaticité, on travaille sur une automaticité pardon, de contrôle de gel des avoirs à la saisie du mandat et à la saisie de la transaction. Ce qui fait que vous n'auriez plus vous à le faire de votre côté, mais lorsque vous saisiriez le mandat dans Pléiade et quand vous allez créer la transaction, ça se ferait de façon automatique avec ensuite téléchargement du récépissé et des versements je dirais dans un espace dédié qui nous permettrait, nous, d'aller rechercher l'information quand on a besoin et vous de pouvoir la collecter aussi et de l'avoir dans votre dossier. Pareil sur la grille des risques, on est en train de travailler avec un partenaire, on est en train de shortlister un partenaire pour nous accompagner sur ce sujet-là qui nous permettrait de dématérialiser et de pouvoir plugger cette dématérialisation sur Pléiade. Lorsque vous créez le mandat, vous avez évidemment un certain nombre de renseignements à faire, même sur la transaction. Et donc, tout ça permettrait de s'agréger dans la grille, qui ressortirait en partie complétée. Évidemment, tout ne peut pas être dématérialisé, mais ce qui permettrait de pouvoir avoir aujourd'hui un minimum de renseignements ou un minimum de format d'administratif à faire sur ce sujet. L'objectif étant pour nous aujourd'hui de dématérialiser le maximum de choses
pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier qui est le business, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut évidemment avoir ces triggers dans les dossiers. J'ai vu qu'il y avait Philippe Ouais. et Sophie. Ouais, J'ai des questions aussi dans le chat après. Ouais. j'ai une Ouais, question. moi, il me reste allez, 7 minutes max et après, malheureusement, je dois vous quitter. Ouais. Philippe, Ouais, Philippe, j'ai un cas concret là. Je vends une maison à un Russe et une Ukrainienne. J'ai tous les permis, enfin les autorisations de séjour, les passeports, j'ai tout en main. Ils achètent directement avec le Crédit Agricole. Ils ne font aucune offre avec de l'argent de chez eux. J'ai pas fait le gel des avoirs et en plus je vends à quelqu'un qui a beaucoup de maisons. Enfin, je vends. Le vendeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maisons. Donc, automatiquement, je vais faire ça. Mais je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Vu qu'il passe tout par le Crédit Agricole, quel est l'intérêt du. Il y a aucun blanchiment d'argent, là. et quand tu dis passe par, ils font quoi? Ils empruntent tout. Ils empruntent la totalité. Ah, donc, il n'y a pas d'apport personnel. Non, aucun apport. D'accord, mais tu as vérifié les revenus, toute la partie Oui, ils sont en revenus. CDI chez nous. D'accord, Et ils ont simplement une autorisation de séjour. Donc, apparemment, d'accord. on a le droit de vendre une maison à quelqu'un qui a une Ah autorisation de oui, ça, séjour. c'est pas le Ouais. sujet. Et tu as fait le gel des avoirs. Non, bah non. Suite à cette réunion, effectivement, je vais Ukrainien, le faire. russe, je dis pas que ça va être Bah problématique, hein. oui. Mais là, là typiquement, tu vois, alors, si j'étais très, très honnête, tu es sur ce qu'on appelle une zone de risque, puisque tu as D'accord. aujourd'hui deux personnes qui sont résidents sur des territoires en guerre, donc qui font partie justement, et c'est les fameuses vigilances du GAFI. Donc, ce qu'on appelle le GAFI, le groupement international sur la lutte pour le financement illégal. Et ça, pour eux, c'est une vigilance plus plus. Donc, là, Ce qui, évidemment, ce qui fais-le veut dire, rapidement. ce qui veut dire que quand je vais mettre leur nationalité dans la grille des risques, automatiquement, je vais avoir quoi? Ben, ça va être. Non, alors quand tu vas mettre leur nationalité, ça veut dire que déjà, il faudra nous en informer ce que tu as fait. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite, surtout, passe-le au crible du gel des avoirs. Parce que c'est surtout ça, déjà, le premier point. Là, je te dis, tu es Tout à quand fait. même déjà sur deux Ouais. personnes de nationalité qui sont résidents de pays en guerre. Et puis, D'accord. on connaît la difficulté. Donc, ça, déjà, c'est le premier point à faire. Et il y a peut-être une question enfin une réponse que j'ai pas entendue. Au niveau des bons de visite, est-ce qu'on doit faire le registre national des avoirs à chaque fois qu'on a un bon de visite? Non, 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 non. Le gel des avoirs, réellement, il faut le faire. Parce qu'en fait, un visiteur aujourd'hui ne signifie pas qu'il va acheter. Donc, tu vas pas te coller des formalités plus plus. Par contre, vérifier au moins l'identité, ça, oui, c'est le premier point. C'est-à-dire que tu dois quand même vérifier que la personne qui vient visiter est bien la personne qu'elle prétend être. C'est ce que tu vas, normalement, c'est la notion de vérification du bénéficiaire effectif de l'opération envisagée. Ça, c'est le premier point. Ok. Par contre, pour chaque bon de visite, non, évidemment, je t'invite et je vous invite à ne pas faire le gel des avoirs pour chaque bon de visite. Vous le faites lorsque vous avez un intérêt marqué pour un bien qui se matérialise par une proposition d'achat. Ça, évidemment, vous le faites. Parce que derrière, tu ne transmets la proposition d'achat que si tu as pu vérifier l'origine des fonds et si tu as pu vérifier qu'il n'était pas à l'origine déjà des avoirs sur le registre. Mais avant, pour chaque visite, épargnez-vous ça, hein. Même si ce n'est pas le truc le plus compliqué à faire, mais épargnez-vous ça. Il y a Sophie et Guillaume après. Oui, Bruno, merci déjà. Et pour une question pareille très concrète sur un dossier, là, j'étais en train de remplir du coup la grille de risque. Personnalité politiquement exposée, ça signifie quoi? Dans l'espèce, je vends un diplomate. Ouais. Est-ce que on est dans ce cadre-là ou pas? Absolument. Ouais. Ouais, ouais, Ok. absolument. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il faut que, voilà, sur ces. Alors, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple de ce que ça veut dire et des mesures renforcées qu'il faut mettre en place. Dans un dossier, on avait une jeune étudiante qui vivait en France, donc qui voulait acheter un bien à Paris, donc c'était un appartement. Bon, voilà, je crois que c'était sur le cinquième ou sixième arrondissement. Jeune étudiante, cinquième arrondissement. Bon, tu te dis, finalement, c'était papa qui était qui était ministre ou cabinet du ministre au Cameroun de mémoire. Donc personne politiquement exposée, puisque au gouvernement d'un pays. Et donc, évidemment, derrière, on a demandé une pièce d'identité du papa, l'origine des fonds que le papa allait mobiliser. On a
demander par quelle banque il allait passer, qu'on puisse s'assurer qu'il y avait bien des fonds. Et finalement, de fil en aiguille et en discussion, on s'est aperçu que finalement, le papa voulait plus acheter pour la fille. Voilà. Je ne dis pas qu'il y avait une suspicion particulière ou il y avait une notion particulière de blanchiment, mais tu vois, en fait, en posant des questions complémentaires et donc des mesures de vigilance qu'on a renforcées, on a demandé par exemple une deuxième pièce d'identité du papa, tu vois, pour s'assurer qu'effectivement c'était bien. Donc, diplomate rentre. D'ailleurs, pour ta bonne information, dans le registre, dans le protocole, on a mis en annexe la définition même de ce qu'est une personne politiquement exposée. D'accord. Ça te liste l'ensemble des personnes. Alors, ce ne sont pas forcément des personnes nominativement désignées, ça va être plutôt des fonctions. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à regarder. Et évidemment, la notion de diplomate, tu as raison, rentre dans le sujet. Et j'ai une deuxième question. Je sais que tu es short parce que c'est vrai que nous relance. Dans le même dossier, c'est des gens qui ont été en poste dans plusieurs pays et du coup, les fonds vont transiter par un ancien pays dans lequel ils étaient en poste. C'est la Suisse, c'est pas voilà. Et vont revenir en Allemagne puisqu'ils sont allemands et en poste en Allemagne aujourd'hui. Comment je trace l'origine des fonds? Moi, depuis l'Allemagne ou depuis la provenance en Suisse? Mais ils doivent normalement transiter par une banque française. Bah, en l'occurrence, ah ouais, d'accord, ok. En Bah, en l'occurrence, fait, le notaire, c'est ce dont il va s'assurer. Ok, ça marche. Il fait bien son job, le notaire, il doit Hmm. exiger que les fonds transitent par une banque française. Ok, d'accord. Donc, normalement, Bon. ils doivent le faire. Et là, moi, je les trace depuis l'Allemagne. Ils vont arriver sur leur compte en Allemagne, je les trace depuis l'Allemagne En ou je les fait, trace. en fait, toi, tu n'as pas à tracer, tu as surtout à t'assurer que les fonds mobilisés, de savoir d'où viennent les fonds mobilisés. Après, qu'ils transitent par l'Espagne, la Suisse, le machin. Mais par contre, ça, typiquement, tu vois, effectivement, ça t'amène quand même à avoir un point de vigilance parce qu'aujourd'hui, les transferts de fonds de banque en banque sont un des schémas types, potentiellement, d'une situation. Ouais, enfin, là, je suis pas inquiète sur le profil des acquéreurs en question. Mais voilà, c'est ça qu'il faut, faire. Donc voilà, c'est effectivement une vigilance à avoir. Allez, juste deux dernières, je suis désolé, après je dois vous quitter, Cédric. Sinon, je vais me faire. T'inquiète. Julien et Guillaume. Guillaume d'abord et Julien après. Allez, bonjour à tous. Rapidement, alors par rapport aux anciens dossiers, puisqu'ils peuvent remonter jusqu'à 3 ans, est-ce qu'il y a la possibilité, puisque bon, les notaires souvent ou les courtiers ont les documents, est-ce qu'on peut demander à récupérer les documents du notaire Oui, tu peux, si tu travailles avec un notaire, je l'ai eu dans d'autres dossiers, si tu travailles avec un notaire de confiance depuis longtemps qui effectivement, en lui expliquant l'objet de ta demande et pourquoi, voilà, il peut effectivement t'envoyer un certain nombre d'éléments et de documents, comme j'ai eu, je te dis, le cas dans quelques dossiers où ça s'est fait. Euh, euh, Là, ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a deux points importants. Le premier, c'est effectivement de faire les dossiers que tu as actuellement en cours, c'est-à-dire les mandats ou ceux qui sont sous compromis. Surtout, faites ça en priorité. Et ensuite, évidemment, les dernières ventes que vous avez faites. Pourquoi je te dis ça? C'est que la DGCRF, lorsqu'elle vous contrôle, elle ne vient pas les mains vides, pardon. Ce qu'elle a fait, c'est que potentiellement 3-4 semaines avant, elle a screené votre mini-site. Donc, elle a vu que tu avais vendu ça, elle a vu en bas dans les biens vendus, elle a fait le listing, elle a bien vu ce qu'il y avait, elle a bien vu ce qu'il y avait en mandat. Et donc, elle arrive et souvent, son listing de dossiers correspond à ceux que tu vois sur ton mini-site. Voilà, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, globalement, elle peut remonter jusqu'à 3 ans, mais souvent, elle se contente de demander ce qu'elle voit, ce qu'elle a constaté. Et pourquoi je dis tout à l'heure, et je reviens dessus, je fais juste un parallèle, c'est que sachez depuis un an, n'oubliez pas que maintenant, les ventes en partage apparaissent sur vos mini-sites. Avant, quand tu apporté l'acquéreur, et c'est le client, c'est le conseiller vendeur qui avait dans son dossier et qui avait le bien vendu dans son mini-site. Maintenant, les deux, vous l'avez. Pour ça que c'est d'autant plus important aujourd'hui de le faire en cas de vente en partage, parce que désormais, vos ventes en partage apparaissent sur vos mini-sites. Donc, si Guillaume vend avec Bruno, et ben, si Bruno a le mandat mais Guillaume a l'acquéreur, demain, Guillaume, il verra sur son mini-site apparaître dans sa rubrique bien vendu le bien que détenait Bruno en mandat parce qu'il a travaillé avec lui pour la vente. Donc, c'est d'autant plus important et j'appelle à d'autant plus de vigilance sur ça. Pour ça, ne pas minimiser sur le fait qu'on apporte l'acquéreur versus avoir le mandat. Voilà. Donc oui, tu peux, je réponds à ta question. Oui, tu peux. Voilà, si tu travailles en bonne intelligence, il n'y a pas de sujet, quoi. Ce qui est surtout important, c'est 25 et tout début 26, et surtout ce qui est en cours. Voilà, surtout ce qui est en cours. Voilà. Déjà, ça te permet de te faire la main un petit peu. Merci. Voilà, je t'en prie. Julien, et puis après, je vais devoir vous laisser. Alors, petite question, elle est similaire à une précédente. Moi, j'ai
L'inspecteur général de l'éducation et du sport, c'est considéré comme pareil, politiquement exposé ou pas? C'est pas un ministre, mais c'est un inspecteur, alors je sais pas trop. Alors, je te dirais non, et c'est pour ça que je renvoie à ce que je disais à Sophie, va voir dans la rubrique où on a mis en annexe le décret ou l'arrêté qui liste justement les fonctions qui sont éligibles à ce qu'on appelle la PPE, la personne politiquement exposée. Moi, j'aurais envie de te dire non, parce qu'aujourd'hui, bien qu'elle travaille dans un ministère, c'est pas une personne politique, c'est un fonctionnaire. Donc je crois pas qu'il soit, c'est pas un préfet, c'est pas un ministre, il travaille pas dans un cabinet ministériel. Donc je dirais non, pas pour moi, je pense pas. Ok. Bah, Regarde bien l'arrêté et le décret. Je sais plus si c'est un arrêté ou un décret. Ça te donnera déjà une idée ça te donnera déjà une idée. Pas de souci, merci. Cédric, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup, Bruno. Moi, j'essaie de répondre au fur et à mesure à toutes les questions. Ouais, et de toute façon, encore une Je fais fois, un petit retour. je répète, on travaille là pour mettre en place un certain nombre de documents et de questions-réponses et de modèles type mail, relance qui nous sont demandés, qu'on mettra bientôt en place. J'en dirai, en fonction de l'avancée que j'ai, je vous donnerai des infos sur le webinaire du 16 février et du 16 mars. Ça vous donnera déjà aussi une idée. Et après, évidemment, moi, je suis à la disposition pour toute question dont vous avez besoin. Au travers de ces différentes questions. Ce que je te propose au pire, Cédric, c'est tu collectes toutes les questions, tu mets ça sur un Word et puis tu nous envoies et évidemment, on essaiera d'y répondre d'une façon globale. Et je te renverrai le document après à dispatcher à l'équipe, quoi, à tes équipes. Je suis en train de faire. C'est ce que je Ok. suis en train de faire. Merci beaucoup de t'être disponibilisé, d'être venu. Bah, avec grand plaisir, c'était un plaisir. Et puis, Merci. on se tient au courant. Et Merci s'il y a besoin, beaucoup. n'hésite pas. Merci à toi. Merci infiniment. Merci Merci à Bruno. vous. Merci. Très belle journée, Merci, très belle Bruno. semaine. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup, pour merci. l'organisation. Ah, ceux qui veulent rester, vous pouvez rester si vous avez des questions. On va en profiter. On va continuer. Là, c'était juste que le pauvre, il fallait le libérer parce que sinon, il allait se faire engueuler, il allait se faire engueuler de l'autre côté. Vous comprenez Cédric, tu vas nous faire un petit topo, hein? Non, pas moi. Moi, je ne sais pas faire les petits topos. Par contre, Moi, j'ai une IA. tu J'ai une crois IA qu'un qui- jour, faudra joindre Ouais. les analyses d'urine ou pas de nos clients, là? Parce que bon, ça devient. Oh, mais enfin, à un moment donné, enfin, je veux dire, par contre, eux, après, ils arrêtent, ils décident de plus vendre et compagnie, t'as un nom à rien, quoi. Enfin, faut faire tout Mais ça, mais avec des sanctions, mais Ouais, en fait, tu bosses à la t'avais place de pas fait, l'État français et en plus, c'est si tu fou, hein? déconnes à pas le faire, c'est toi qui es sanctionné. Je trouve ça magnifique. Hallucinant. t'avais pas fait la DC2I avec moi, toi, Audrey? Non, Non, parce que ça, c'est, j'ai pas eu cet honneur. il y a à peu près 1 heure dans la DC2I rien que là-dessus, hein. Depuis le départ, ça existe. Ouais, mais à ce point-là, tu vois, on en vient à des trucs, le truc, enfin, je trouve que c'est, enfin, tu vois, même là, je viens de faire la demande juste comme ça à ma courtière, elle me dit, ah non, moi, j'ai pas ça, c'est la banque qui valide et tout ça. Je dis, ah, même la courtière, c'est pas ça. Après, le problème, c'est qu'on est dans une situation où, depuis l'année dernière, tout se Ah non, mais c'est complique. pas ça que je voulais faire. Oui. Merde. Tout se complique. On est dans une période de guerre. De guerre. C'est Oui, à On est oui. cause dans, de ça. on est dans une période où tout est prétexte à des problèmes. Donc là, on a une grosse levée de parapluie. Il ne faut pas Hum, oublier qu'on vit dans une société où l'État a besoin de trouver de l'argent, oui, où d'accord. l'État, on est dans quelque chose de tout nouveau. Donc quand on dit tout nouveau, on dit il faut faire des exemples. Donc ce serait bien que les exemples ne soient pas chez nous. On a l'avantage d'avoir un réseau qui est en avance là-dessus sur pas mal de sujets, Mais qui nous mais, forme aussi, parce que, mais c'est super lourd, on en est conscient. Là, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu vos questions, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure, mais il y en avait dans tous les sens, entre les privés et les pas privés. Moi, je crois que j'ai répondu à des questions privées dans le groupe, enfin, je me suis mélangé les pinceaux. Mais sur le principe, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'automatiser au maximum. Là, je bosse avec David, qui est le responsable de tout ce qui est développement IT, etc., sur le GDB, sur gestion des biens de Pléiade. Et l'idée, c'est qu'une grosse partie de ce que vous êtes déjà en train de remplir dans Pléiade, ce sont des éléments qui remplissent les grilles, qui remplissent certains trucs. On a la possibilité d'automatiser certaines actions. Et en fait, on aurait une section dans laquelle on rentrerait les informations, où vous téléchargerez les informations pour avoir une sauvegarde de toutes ces problématiques tracking. Il y a d'autres choses il y a d'autres questions qui sont susceptibles d'arriver. Je les ai pas encore, je crois que je les ai pas vues encore, du style, qu'est-ce qui se passe quand il y a un transfert de mandat? ah oui, exact.
Voilà, ton filleul s'en va, les mandats ils remontent, tu n'as aucun document, tu n'as rien, etc. Où sont les docs, etc. Donc ça, c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser aussi avec le siège. Qu'est-ce qui se passe dans une transaction internationale? C'est-à-dire que toi, tu as le vendeur, l'acheteur, c'est un autre conseiller d'IAD d'un autre pays qui fait la transaction. Comment est-ce que tu fais? En fait, ça va aller, c'est super chiant, mais ça complique beaucoup le panorama immobilier, effectivement. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de protéger vos fonds de commerce. Hmm. Parce que si vous prenez un tir pour une connerie, parce que vous avez pas fait attention, ou parce qu'un tel n'a pas fait attention, et parce que vous n'arrivez pas à apporter la preuve, souvenez-vous ce que je vous dis, vous serez considéré comme un terroriste tant que vous n'apporterez pas la preuve que vous n'en êtes pas un. Parce qu'il ne faut pas oublier que la lutte contre le blanchiment d'argent, la deuxième partie de la loi, c'est le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Hmm. Si jamais vous faites alpaguer sur un problème de blanchiment, ça va. Mais si les personnes que vous n'avez pas eu, je prends l'exemple de Fifi, là, où son client, il vient de, ou je ne sais plus qui c'est qui a un client qui vient de Russie, Russe et ukrainien. voilà, et qui est ukrainien et compagnie, imagine que ce soit de l'argent sale issu de la revente d'armes, je grossis le truc, hein. Il devient assimilé terroriste, et là, c'est de la prison. Là, c'est de la prison, c'est du pénal. On joue plus dans la même catégorie. C'est hallucinant. Donc, l'objectif de toutes ces formations, de toutes ces sensibilisations, c'est de vous transmettre de l'info pour que vous compreniez le risque. Ce risque-là, à aujourd'hui, enfin, on va dire à l'époque, quand on était agent immobilier, on se souvenait des agents immobiliers qui ouvraient des portes. Voilà. On était considérés comme des ouvreurs de portes. Aujourd'hui, on a des responsabilités. Les clients vendeurs, eux, ils attendent du service, mais ils n'en ont rien à foutre de la responsabilité. Et ça fait des années que je vous dis qu'il faut qu'on soit pédagogue, mais on devient de plus en plus pédagogue pour absolument tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la possibilité de vous cacher derrière «je lui ai dit». Le «je lui ai dit», on s'en fout. Ah, mais je ne savais pas. Je ne savais pas, on s'en fout. Il faut que vous arriviez à prouver tout ce que vous avez fait. Capture d'écran, email, etc. C'est parce que vous apporterez la preuve que vous l'avez fait. Le client, il veut pas, il te répond qu'il veut pas, etc. Ok, répondez-moi par mail. C'est con, mais à aujourd'hui, vous devez protéger vos culs. C'est primordial parce que vous prenez une interdiction d'exercer, génial. On vous pète votre contrat. Vous avez une équipe de 50 personnes, vous perdez votre équipe. Plus de fonds de commerce. Si en plus, ça va beaucoup plus loin et vous vous retrouvez avec un blanchiment d'argent avéré suite à de la vente de, je sais pas moi, mettons, toi, tu es sur Marseille, là-bas chez vous, vous vendez de la drogue, des vaches, des chèvres, imagine que ça sert à financer le terrorisme et que c'est avéré, c'est du pénal. Et Le risque. méfiez-vous, et je me permets, méfiez-vous parce que sur le terrorisme, méfiez-vous de tout le monde. Tout le monde, même les forces de l'ordre, tout le monde. Hmm. On a eu des Donc, GDK qui sortent pas, mais faites attention. cette vérification, elle est super importante. Elle est chiante, c'est super chiant, mais c'est super important. Je suis en train de regarder. Pensez à mettre, c'est que des merci, ça va, c'est bien. Mais pensez à mettre vos questions dans le chat. Je dois partir. Les ventes directes sans agence sont-ils contrôlées? En fait, quand il y a une vente directe sans agence, ils contrôlent les intermédiaires. Donc, ils vont contrôler les courtiers, les notaires, ils ne contrôleront pas les agences. Là, nous, c'est toute la vente intermédiaire. Dans tout le process de vente intermédiaire, on est tous contrôlés. Quand tu fais une vente directe sans agence, qui est-ce qui est contrôlé? Ben, le notaire et les courtiers ou les banques. C'est tout. Mais dites-vous bien une chose, c'est que quand on parle du process TRACFEN, la DGCCRF, etc., ils contrôlent les professionnels. Ceux qui font de l'intermédiation immobilière. Ils ne vont pas contrôler le particulier. Et parce qu'ils n'ont pas la capacité à contrôler le particulier, en fait, ils se servent de nous pour aller faciliter ces contrôles, pour identifier les points de vigilance. Et c'est votre devoir d'identifier ces points de vigilance. Ouais, enfin, moi, je rejoins un peu ce que disait Audrey. On se retrouve à faire des trucs. En fait, alors, avoir à le faire ou pas le faire, je suis d'accord, mais c'est les conséquences du manquement. Moi, j'ai l'impression de travailler gratos pour l'État français, tu vois, là. Enfin, ça me gêne un peu. Ce qui me gêne, ce sont les conséquences du manquement au truc. Tout le monde travaille gratos pour l'État français. Tout le Ouais, monde. non, mais tu vois ce que je veux dire, Cédric, c'est que là, les conséquences, elles sont pas anodines, quoi. C'est lourd quand même. Faut... J'ai- J'aime bien ce que dit Valérie. Effectivement, on devrait faire comme aux États-Unis, interdire la vente directe. Mais ça ne se fera pas. On est dans un pays de la C'est clair. liberté, égalité, fraternité. Le premier mot. Question, Cédric. Lol. Question. Tous les autres pays européens, c'est la même chose? Ouais.
tous les pays européens sont soumis à la même réglementation. La problématique, c'est est-ce que tous les pays européens sont prêts à assumer les risques, etc., etc. Je vais donner l'exemple du Portugal. Je vais donner l'exemple du Portugal. Au Portugal, si tu réalises une transaction immobilière avec IAD, voilà, si tu fournis pas la fiche de blanchiment de capital signée par le client vendeur et celle du client acheteur, IAD ne te paye pas. Au moins, c'est réglé. IAD ne te paie pas tes honoraires. IAD encaisse, mais ne te paie pas tes honoraires. De quoi? Tu peux redire quoi? Quoi? Au Portugal, ils ont une fiche pour le blanchiment de capital. C'est exactement tout ce qu'on fait nous, mais sur la forme d'une fiche, etc., avec toutes les informations, etc., à remplir, à faire signer par les clients et compagnie. Si tu fournis pas celle du vendeur et celle de l'acheteur, avec tes honoraires, ils ne sont pas payés. Ah ouais, ok. Voilà, eux, ils ne sont pas emmerdés. Au Mexique, ils le font pas encore, parce que sinon, ils vont plus vendre une maison là-bas. Au Mexique, pour pouvoir faire une transaction immobilière, ils sont d'abord obligés de convoquer le vendeur, de légaliser la maison du vendeur parce qu'elle ne lui appartient pas Ouais, c'est avant ça de en fait. mettre le bien à la vente. Ouais, mais En, le Mexique, il n'est pas soumis à Tracfin encore, donc ça va. Non, pas encore. Mais en Espagne, on tend vers la même chose, avec des obligations sur le blanchiment d'argent qui sont juste énormes. Donc, c'est pareil. Italie, c'est la même chose. Enfin, dans tous les pays le problème, c'est que dans tous les pays européens, chacun fait à sa sauce. Et c'est là-dessus où, justement, ils ont créé un organe, l'AMLA, qui va permettre, en fait, d'uniformiser les process sur tous les pays pour pas qu'on se retrouve avec de tout partout et des process différents. Bon, il va falloir vraiment que je remonte un peu ma couleur bleue, moi. Ouais. Mm, mm. Donc, idéalement, ce serait qu'il y a des mettre en place un process unique, que ce soit en France pour tous les pays européens, du moins, un premier Là. temps, pour qu'on Ah, ait un même process. Parce que là, OK, on nous a donné des éléments. Tu m'as dit alors, à la fin de la réunion, tu vas m'envoyer une liste exacte de ce que je dois demander à mes voilà. acquéreurs, mes vendeurs. Attention, IAD ne va pas créer un process pour tous les pays d'Europe. IAD est en train d'essayer de créer un process pour nous faciliter la vie et nous être sûr qu'on soit aligné avec la réglementation de chacun des pays et de l'Europe. Mais ce n'est pas IAD qui va décider comment ça va se passer. Et c'est pour ça aussi que IAD est un petit peu dans l'attente de la sortie des éléments, des documents, etc., etc., et tâtonne un petit peu. Pourquoi? Parce que tant que l'AMLA aura pas dit en Europe, le process, il est comme ça, on se retrouve avec en France, le process, il est comme ça, en Espagne, le process, il est comme ça, au Portugal, le process, il est comme ça, etc. Il y a des attentes que l'AMLA dise en Europe, le process est comme ça, pour ensuite automatiser les process. On travaille, tout sera prêt. L'idée, c'est que quand vous rentriez dans Pléiade et que vous rentriez les informations dans Pléiade, ce que vous rentrez dans les informations dans Pléiade, aille chercher directement toutes les infos dont vous avez besoin, classe, récupère la pièce d'identité. Enfin, tout va être. L'objectif, c'est que ça vous évite de faire du travail supplémentaire. Parce que là, on parle de double saisie. Quand vous allez prendre la grille, quand vous prenez la grille de risque, on va vous demander dans quel pays, etc. Tout ça, le nom du client, tout ça, vous l'avez déjà rempli dans Pléiade. Vous l'avez déjà rempli dans la gestion des biens. L'objectif, c'est que cette fiche, elle se remplisse automatiquement et que vous ayez plus juste à la valider avec un petit questionnaire avec deux, trois Il réponses. faudrait limite rajouter un onglet dans le R1 C'est pour. ce qui est, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Voilà. Mais rajouter un onglet, aujourd'hui, tu vas rajouter un onglet, tu vas mettre quoi? Si on rajoute un onglet dans le Oui, oui, R1, non, non. Non, non, mais bien l'objectif, c'est de sûr. rajouter un onglet qui soit, vu que Pléiade est dans Non, de non. toutes les filiales, c'est que donc on attend de savoir de la. Oh, Non, non, évidemment, c'est évidemment. une histoire de quelques mois parce Et qu'ils sont par déjà en gestion train de biens, ça faciliterait. et ça, c'est l'objectif final. En attendant, On n'aurait que la partie acquéreur finalement à faire. Ben non, parce que la parité acquéreur, tu auras t'as le R1 acquéreur. Ah ben oui, dans la partie transaction, ouais. Tout se fera automatiquement. Tout se fera automatiquement. Mais bon, ça, c'est un projet à moyen terme, mais à court terme, on essaie de trouver avec des sociétés annexes qui vont aller piocher les informations parce qu'on ne va pas développer quelque chose qu'on va devoir modifier ensuite quand l'AMLA nous dira il faut faire le process comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui sera le même dans toutes les filiales. Ok. Cédric, Super. On se bonjour. réjouit. C'est normal que sur la fiche d'évaluation des risques, il n'y ait pas un Ricard, encart pour mettre le nom des vendeurs. elle n'y est pas en haut?
Eh non, il n'y a que le numéro de mandat et la ville. Le numéro de mandat, il est associé au registre des mandats qui est associé au nom du vendeur. Ah, voilà. Non, mais comme Ouvre tu tes avais dit, tu yeux, peux mettre Riri. le nom. Mais non, Vu mais que, c'est bon, ça va. vu que ce Là, c'est le numéro. matin encore, c'est lundi. Ouais, mais Alors, c'est oui, pertinent parce que du coup, si sur ton mandat, tu as 4 vendeurs, tu remplis 4 fois la fiche avec le même numéro de mandat, sans hmm, identifier monsieur ou madame ou... Ben, une fiche, un client en fait, hein. Ben non, normalement, Oui, puisqu'on mais te bon, demande pas s'il de n'y a nom, on pas te le demande un nom, ça numéro de sert à mandat. rien. On te demande un numéro de mandat et pas un nom. Ben oui. je fais remonter. Bon point. Et en plus, tu as vendeur-acquéreur dans la même fiche. Donc, si tu as plusieurs acquéreurs, plusieurs vendeurs, il faut que tu la dupliques autant de fois. Ça, enfin, c'est curieux, quoi. Surtout rattaché à un mandat. Donc, tu fais Ben quoi, oui. monsieur, madame? La dernière fois qu'on a eu ce cas de figure, il nous avait demandé de dupliquer les onglets, vu que c'est un Excel, et de nommer l'onglet au nom du client. Ah oui, ben c'est... Ouais, mais ça veut dire que tu as un onglet avec un vendeur, un acquéreur. Et après, l'onglet d'après, tu as un autre vendeur, un autre acquéreur. C'est Hmm. bizarre, hein. Ouais, mais je vais voir avec eux. Ah, t'as pas posé des questions, con, hein? C'est bien, Olivier. J'ai cru que tu cherchais où était le risque alcoolémie, que tu l'avais pas trouvé. Mais ça, il est au taquet déjà. Ah ouais, c'est lundi matin, gros. C'est ça. Pensez bien, et un conseil aussi, pensez bien à, on en parle régulièrement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est n'oubliez pas que vous avez Google Drive. Dans Google Drive, vous créez vos dossiers. Vous devez avoir créé vos dossiers pour gérer votre activité dans le Drive. Dans ce Drive-là, à chaque fois que vous avez un client, dans ce client, vous mettez la checklist. On va vous faire passer des documents, mais vous mettez toutes les informations qui sont nécessaires, tous les documents qui sont nécessaires. Sauvegardez tout, sauvegarder tout en numérique parce qu'en papier ça se perd, il y a plein de choses, c'est un peu compliqué, mais sauvegarder tout au moins sur les 3 dernières années, créez vos dossiers vendeurs, vos dossiers acheteurs, comme ça vous aurez absolument tout parce que le jour où vous prendrez un contrôle, il va falloir tout montrer et ce sera beaucoup plus simple si le contrôleur voit que tout est organisé et suit une logique qui correspond au process TrackFin. J'ai mon vendeur il s'appelle Monsieur Tartampion, donc j'ai le dossier de Monsieur Tartampion. Monsieur Tartampion, j'ai son titre de propriété, donc j'ai un dossier avec le titre de propriété que j'ai scanné, etc. La copro s'il y a besoin, les cartes d'identité du vendeur, le registre national du gel des avoirs, la grille de risque ou les grilles de risque s'ils sont plusieurs vendeurs. Donc le dossier avec les photos, le dossier avec les bons de visite, le dossier avec tout ça dans le même dossier. Pourquoi? Parce que d'une part, ça vous permet d'organiser les choses et d'avoir une trame et de prendre des habitudes de travail pour derrière avoir l'habitude de rien oublier, quitte à faire ensuite un document de checklist pour pointer les documents. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut là-dessus, les expertises, les diagnostics, le certificat de domiciliation, enfin, tout ce qui est important à avoir, le justificatif de domicile, la taxe foncière, etc., etc. Comme ça, vous avez toute une série de documents dans le même dossier. Et ça a plusieurs avantages. La première, c'est qu'en cas de contrôle, ben, vous ouvrez votre ordinateur, vous voulez quoi comme dossier, clac, 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 hop, ça va être relativement simple. Ça, c'est le premier point en cas de contrôle. Ensuite, en cas de transaction, ben, c'est clic droit partagé au notaire pour que vous lui envoyiez les pièces. Donc, vous gagnez du temps sur l'envoi des pièces, etc., etc. Et de l'autre côté, si jamais vous partez en congé ou s'il y a quoi que ce soit, quand vous faites du partage avec un agent sur un partage de fichiers parce que vous n'êtes pas là et c'est lui qui récupère votre portefeuille le temps de vos congés. Vous faites un clic droit partager avec tous vos clients. Il y a toutes les pièces. Ça évitera une transaction qui capote, ça évitera des grosses problématiques et ça permettra surtout de créer une routine d'organisation. Alors, je sais que c'est un peu casse-couille, mais ça permettra de créer une routine d'organisation qui vous évitera les problèmes. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous éviter les problèmes. IAD se couvre. N'oubliez pas une chose. Ça, je couperai dans le montage. Mais IAD se couvre. Quand IAD vous fait faire l'université en ligne, où vous avez le module de blanchiment de capital, quand IAD vous fait faire la DC2I, et que dans la DC2I, vous signez la feuille de présence, IAD, avec cette feuille de présence, a une attestation que vous avez signée disant que vous reconnaissez avoir accepté et que vous comprenez et que vous dominez le contenu qui est dans la formation. Dans la formation, il y a le process TrackFin. IAD est couvert par rapport à ça. Sauf que vous devrez vous couvrir par rapport à vos clients. Donc faites attention, toujours avoir tout par écrit. Un conseil. OK? Mhm. Mhm.
bien. Ça donne C'est bien de envie. démarrer la semaine avec une formation de TracFin où je vous dis que vous êtes des terroristes, vous allez partir en prison et tout. C'est génial, j'adore. Tu nous envoies un récap avec la Oui. liste et le Ouais, process. l'IA est en train de le faire. En même temps que je vous parle, Et elle est en train de quand travailler. je dis toi, je me doutais bien que je ne te parlais pas à toi en vrai. Ah, tu me parles pas à moi, mais parle-lui à elle. Je parlais à Elio. Hein, voilà, Ouais, merci. c'est ça. Ah, c'est une private joke avec ceux qui m'ont subi la semaine dernière en séminaire. Donc, tu nous l'envoies par mail, là, comment tu fais? Ouais, ouais, je vais Mais enfin, alors là, je vais. Hop, d'ailleurs, attends, hop, arrêtez l'enregistrement, ça n'a rien enregistré toutes les conneries qu'on va